Bonsoir à toutes et tous. Généralement, on m'entend. Je pas besoin de micro. Bienvenue. Merci d'avoir bravé la pluie et on espère vous libérer pour le match de rugby. Ceux qui veulent soutenir le 15 de France. En tout cas, merci à vous. On est très contents de proposer quelque chose sur la finance durable. Car voilà, c'est une thématique qu'on avait vraiment envie, très à cœur, de mettre et vous proposer en termes de conférence. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps, je vais laisser Antoine Dorange de Clean Finance faire sa présentation. On va juger, donc il y aura forcément un temps de questions à la fin. On va juger ensemble s'il y a besoin qu'on prenne des questions au milieu de la présentation. Enfin, si vous commencez à somnoler ou que vous sentez que ça devient lourd, on va faire un petit temps de questions. En tout cas, voilà, on veut vraiment échanger. Il y a vraiment un aspect pour tous les niveaux, que vous soyez novice, passionné, vous travaillez dans la finance ou vous soyez simplement étudiant en finance. Voilà, vous allez retrouver dans cette présentation. N'hésitez pas à échanger, à poser des questions, à interagir, à exprimer ce que vous ressentez par rapport à ça. Et il y a un dernier volet quand même, solution et action. On va quand même pas vous plomber la soirée. Donc voilà, on va essayer quand même de voir comment on peut, à notre niveau, avoir des moyens d'agir. Voilà, excellente conférence à toutes et à tous. Et à toi, Antoine. Merci beaucoup, Delphine. Vous m'entendez? Parfaitement. Ok, moi je ne m'entends pas, c'est excellent. Merci pour l'invitation, je suis très heureux d'être là avec vous. Donc, je m'appelle Antoine Laurent, je suis responsable plaidoyer pour l'ONG Reclaim Finance. On a mis un petit titre attractif pour vous inciter à venir à braver la pluie, justement, en disant est-ce que la finance est-elle un allié ou un obstacle dans la bataille climatique? Évidemment, il n'y a pas de réponse binaire, mais je vais essayer quand même de donner quelques éclaircissements pour vous aider à comprendre tous les enjeux autour de ce qu'on appelle la finance durable, finance verte, ESG, ISR, tous ces mots qui circulent et que vous connaissez peut-être. Je commence juste par une présentation rapide de l'ONG. Donc, c'est une ONG qui a été créée par Lucie Pinson, prix Goldman de l'environnement il y a quelques années, qui a travaillé pendant une dizaine d'années pour les Amis de la Terre et qui a décidé, après avoir été chargé de campagne sur les enjeux financiers, de créer sa propre ONG il y a 3 ans. Maintenant, on est déjà près de 40, ce qui est plutôt un exploit de sa part d'avoir réussi à recruter autant de personnes. ONG basée sur un principe assez simple que tout le monde comprend, c'est qu'on va malheureusement dans la mauvaise direction, à la mauvaise vitesse, avec une distance assez proche du mur, et donc il est impératif d'agir à l'échelle systémique. C'est toute l'ambition de Reclaim Finance d'aller chercher un mastodonte de l'économie qui est le monde de la finance, assez peu connu du grand public, bien que secteur totalement omniscient qui contrôle, qui en tout cas un rôle dans tout ce qui se passe dans nos vies, et qui a une responsabilité immense dans la crise climatique, dans les causes du dérèglement climatique, et qui a aussi une responsabilité dans la résolution de cette crise, et c'est un peu l'idée là de cette conférence. C'est une ONG qui est toujours attachée aux Amis de la Terre. Vous avez une question? Pardon. Est-ce que le bouton de vidéo est sur envers? Bonne question. Ah ouais, non. Ah, je me disais aussi. Vous m'entendez mieux? Merci. Je trouvais bizarre que je m'entendais pas aussi. Je me disais, le son est vachement bien réglé, j'arrive à pas m'entendre. Donc les Amis de la Terre, vaste réseau international de plein d'ONG à travers le monde et qui a aussi une ONG basée en France avec des antennes locales, bien sûr une à Lyon. Reclaim fait partie de ce réseau et qui donc s'inscrit pleinement dans la philosophie, la doctrine des Amis de la Terre. Ça ne se voit pas tous les jours dans la façon dont on travaille, mais les Amis de la Terre qui est une ONG historiquement qui défend le concept vaste de la décroissance, essayer de sortir du productivisme, de l'extractivisme, etc. Avec des revendications assez radicales. Et on est organisé, nous, de telle manière que, en fait, c'est sur 3 piliers. Il y a déjà tout un travail de recherche pour essayer de documenter la responsabilité du secteur financier dans la crise climatique. On publie tout un tas de rapports, très souvent, quasiment tous les 15 jours, 3 semaines, on publie des rapports sur les différents acteurs financiers à différents échelons, selon les types de produits financiers qui sont utilisés, essayer de retracer d'où vient l'argent, où il va, et à partir de tous ces travaux, qu'on partage évidemment à tout le monde et aussi à plein d'autres organisations à travers le monde qui travaillent sur les enjeux financiers, ensuite on fait du plaidoyer, de l'engagement.
C'est-à-dire qu'on va voir les acteurs financiers, on va leur montrer quelle est leur responsabilité et on va les inciter à bouger. Alors, d'abord de manière volontaire, parce que c'est malheureusement le secteur financier est un secteur assez peu régulé. En tout cas, il est régulé de telle sorte qu'il ne soit pas régulé. Il est dans ce qu'on appelle le code du capital. C'est une manière de faire en sorte que, parce que la doctrine économique dominante veut qu'une économie florissante dépend de la bonne circulation des capitaux, alors on ne veut pas trop contraindre le secteur financier. Et donc, étant peu régulé, eh bien, la première force de plaidoyer qu'on peut avoir, c'est sur les acteurs financiers eux-mêmes, sur les entreprises, à travers leurs engagements volontaires, donc la politique RSE au sens large. Mais évidemment, on peut aussi leur mettre la pression par d'autres moyens. Et ça, c'est le volet campagne. C'est en gros trouver, identifier quels sont les leviers de pression qui peuvent inciter les acteurs financiers à prendre des mesures, des engagements par eux-mêmes. Et ça marche, je vous en parlerai, même si la route est longue, et évidemment, le secteur étant vaste et très puissant, ça prend du temps. Je vais commencer par un petit récap théorique. Je voulais juste savoir, si vous voulez lever un, ceux qui sont familiers du secteur financier, parce qu'ils ont étudié la question, ils y travaillent, ils y ont travaillé, ils ont lu plein de livres sur le sujet. On est à peu près à 10-15%, peut-être 20%. Ok, donc on va essayer d'être pédago. Si je raconte une bêtise, ceux qui ont levé la main, n'hésitez pas à intervenir. Moi-même, j'ai rejoint l'ONG il y a 1 an et je n'ai pas fait des études dans la finance, je n'ai pas travaillé dans la finance, donc je ne suis pas un expert ultime du secteur financier, même si j'ai quand même un bagage. En gros, le secteur financier, tel qu'on le cartographie de manière ultra simpliste, il y a 3 types d'acteurs. Il y a les banques, les assureurs et les investisseurs. Et il y a ensuite, ça c'est le secteur privé, il y a le secteur public, donc tout ce qui va englober et dans lequel s'inscrivent les acteurs financiers, les gouvernements, les superviseurs ou régulateurs, c'est comme ça qu'on les appelle, type l'AMF, l'autorité des marchés financiers, la CPR qui est rattachée à la Banque de France, ou des équivalents au niveau européen. Il y a les banques centrales qui ont un rôle extrêmement important du fait de leur politique monétaire, qui sont vraiment les pilotes de l'économie au jour le jour. Et ensuite, il y a aussi dans le secteur privé toute une galaxie d'entités qui accompagnent les 3 principaux acteurs. Donc les agences de notation qui ont aussi un rôle dans la notation des entreprises sur le plan environnemental, social, etc. Des agences de vote, on appelle ça des proxy advisors, qui vont aider les investisseurs à formaliser leur vote en assemblée générale lorsqu'ils sont actionnaires d'entreprise. Fournisseurs d'indices, acteur hyper important qui est inconnu au bataillon, mais très important, c'est ceux qui vont former tous les indices boursiers sur lesquels se greffent ensuite les gérants d'actifs, c'est-à-dire les traders, pour gérer leur portefeuille et ensuite commercialiser des fonds à leurs clients. Alors là, il y a trop d'acronymes, donc je vais pas en parler, mais il y a évidemment parmi ces acteurs, publics et privés, aussi tout un réseau d'alliances, donc entre acteurs nationaux et internationaux. Ils se lient entre eux à travers tout un tas de types d'alliances, d'initiatives de recherche, de cadres normatifs, en droit souple ou en droit dur. Sachant que, comme je disais, étant peu réglementé, le droit souple, c'est-à-dire un droit c'est des normes qui sont instaurées et qui sont que la plupart des acteurs s'approprient par eux-mêmes, mais qui ne sont inscrits nulle part dans le droit, dans la loi. Mais c'est une forme de droit coutumier où tout le monde s'accorde sur les mêmes standards pour pouvoir travailler ensemble, parce que pour commercer entre plusieurs pays, entre plusieurs entités, il faut parler le même langage, et c'est ces normes-là qui ont en fait un rôle extrêmement structurant dans le secteur financier. On a, nous aussi, le rôle de les influencer. Typiquement, un truc que le Shift connaît bien, c'est tout ce qui est le reporting extra-financier, par exemple, le bilan carbone d'une entreprise, là, pour le coup, d'une entreprise financière. Et bien, la façon dont le bilan carbone est fait, le framework, les critères qui sont utilisés, ça vient de normes qui sont mises en place par les acteurs privés eux-mêmes à travers des alliances internationales, qui potentiellement peuvent être transcrites par la loi lorsque les États le souhaitent, mais qui en tout cas sont extrêmement structurants dans les pratiques du secteur. J'ai oublié que j'ai une zapette. Je détaille un peu rapidement les différents secteurs, parce que c'est assez important pour comprendre tous les différents mécanismes qui existent et qui ensuite viennent influencer, qui va tracer le lien entre le secteur financier et le secteur des énergies fossiles, qui est celui qui nous intéresse nous le plus chez Reclaim Finance. On ne regarde pas trop tout ce qui est lié à la biodiversité,
ou ce qui est en aval des chaînes de valeur, c'est-à-dire tout ce qui est partie consommation des énergies fossiles, hormis pour la production d'électricité. On se focalise énormément sur la production d'énergie fossile et tout ce qui est ensuite lié à sa distribution, transport, etc. Pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas tout faire et que aussi c'est quand même un peu le cœur du problème. Les banques, premier acteur que tout le monde connaît en théorie, parce qu'on a tous un compte en banque, quasi totalité d'entre nous, je pense que dans la salle c'est le cas. Les banques, elles ont un rôle d'abord de financement des projets. Lorsque vous avez une boîte pétrolière qui veut lancer une nouvelle plateforme pétrolière je ne sais où, ou construire un terminal de gaz naturel liquéfié pour l'exporter des États-Unis à la France, pour prendre un exemple comme ça, eh bien elle va le faire appel à des banques en leur demandant des prêts, tout simplement un emprunt comme si on achetait une maison. Et donc il y a une banque qui va être conseillère et qui va jouer le rôle d'intermédiaire, comme une forme de courtier, et qui va, pour le compte de la compagnie pétrolière, aller chercher d'autres banques pour ensuite dire j'ai besoin de 10 milliards d'euros. Comme une seule banque ne peut pas donner 10 milliards parce que c'est trop risqué, elle va aller chercher d'autres banques pour faire cette enveloppe de 10 milliards. Donc ça, c'est le financement de projets. Et c'est le deuxième truc, ce qu'on appelle les émissions obligataires. C'est donc les banques ont ce rôle-là de ce qu'on appelle le underwriting ou l'origination. C'est le fait d'avoir ce rôle d'aller chercher d'autres banques et, si besoin, les obligations qui sont émises, que ce soit pour un projet, mais plus généralement pour une entreprise en tant que telle. Lorsqu'une entreprise a besoin de cash, eh bien, pareil, elle va voir une banque, on va dire soit elle fait un emprunt directement à la banque et elle rembourse la banque ou le pool de banques qui a été constitué, ou alors elle émet des obligations sur le marché avec l'aide d'une banque. Et c'est aussi là le rôle central qu'a la banque. Il n'y a que les banques qui peuvent le faire parce qu'elles sont certifiées pour cela. C'est de préparer un paquet d'obligations, donc de définir le prix, les échéances, etc., en lien avec l'entreprise, et ensuite de balancer ça sur les marchés. Et après, il y a des investisseurs, donc ça peut être vous et moi, lorsque vous souscrivez à une assurance vie ou à un livret, eh bien, vous achetez des obligations, donc un bout de dette de ces fameuses entreprises. Donc voilà, financement de projet, c'est important de le distinguer. Les banques peuvent financer soit directement un projet, ce qu'on appelle le financement dédié, ou de financer l'entreprise elle-même, le cash de l'entreprise, donc dans son entité. Où là, quand on finance une entreprise, on ne peut pas trop choisir où va l'argent, l'argent est fongible. Donc, quand BNP Paribas injecte 1 milliard de dollars dans Total Energy, ça part là où Total Energy le veut. Et c'est pour nous, là, un canal de financement qui est assez critique et sur lequel les banques, en fait, ne veulent pas trop toucher parce que c'est là où déjà, elles gagnent le plus d'argent et surtout, c'est là où pour elles, c'est plus compliqué de contraindre les entreprises. Alors que sur un financement de projet, c'est plus simple pour une banque de choisir quel type de projet elle veut bien financer. Et je vous parlerai tout à l'heure de comment les banques adoptent des mesures. Ensuite, il y a les assureurs, rôle central dans le secteur des énergies fossiles, parce que les énergies fossiles, c'est des milliards, des dizaines de milliards, c'est ce qu'on appelle un secteur très capitalistique, qui est très gourmand en capitaux. Et donc, qui dit beaucoup d'argent, dit besoin de garantie, besoin de sécurité. Quand vous achetez une maison, vous avez besoin de garantie à donner à votre banquier. Et bien, lorsque Total Energy veut construire un nouveau terminal à 15 milliards, eh bien, il a besoin de garanties. Et les assureurs viennent là pour aussi pour apporter des garanties et pour vérifier surtout si le projet est viable. Et lorsque l'assureur considère que le projet est bien viable, eh bien, il accepte de l'assurer. Sans l'assurance, la banque refuse de donner de l'argent. Donc, c'est un acteur clé. Et au-dessus de l'assureur, il y a ce qu'on appelle les surassureurs ou réassureurs, qui sont un peu des champions de l'assurance, qui vont... c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau de risque et de couverture, le risque va être transféré à une autre entité qui est spécialisée dans la réassurance. Donc, par exemple, vous avez une plateforme pétrolière qui est assurée à hauteur de 10 milliards en cas de dommage. Eh bien, si, par exemple, le premier assureur, lui, il va l'assurer à hauteur de 2 milliards, parce que ses fonds propres à lui ne le permettent pas, enfin, pas ses fonds propres, mais sa capacité de recouvrement ne dépasse pas 2 milliards, il va faire appel à un réassureur pour couvrir les 10 milliards. Et donc, il y a quelques entreprises très spécialisées qui savent faire ça, de la réassurance. En France, le plus connu s'appelle SCOR. Il y a aussi Partner Re, qui est dans le groupe AMA. Et pareil, acteurs clés, totalement inconnus au bataillon dans le secteur public, mais qui sont indispensables et qui sont, petit aparté, en général, les plus exposés aux risques climatiques. On en parlera tout à l'heure. Parce que, en fait, lorsque... il y a une catastrophe naturelle qui vient perturber une infrastructure ou lorsqu'une infrastructure pétrolière est dévaluée un peu subitement sans que ça ait été prévu à l'avance
parce que le gouvernement a décidé de fermer le truc, parce qu'il se dit j'en ai marre des énergies fossiles, on n'en veut plus, la loi impose maintenant d'arrêter. Il y a une dévaluation d'actifs, c'est ce qu'on appelle les actifs échoués, vous avez peut-être entendu parler de ça, ou stranded assets. Et ce risque-là, les risques climatiques, les assureurs, c'est les premiers à payer l'addition, parce qu'en général, ils sont censés couvrir ce genre de risque. Et donc aujourd'hui, les plus avancés dans le secteur financier au sens large, ce sont les assureurs et surtout les réassureurs, parce que c'est les plus inquiets, en quelque sorte, vis-à-vis du changement climatique. Et puis, il y a un deuxième rôle qu'ont les assureurs, qui est aussi extrêmement important, c'est le rôle d'investisseur. Parce que vous, quand vous donnez de l'argent pour assurer votre maison ou votre voiture, vous donnez une prime tous les mois de, je sais pas, 50, 100, 150 euros. Cet argent ne dort pas, cet argent part sur les marchés financiers, parce que ça permet à l'assureur d'avoir du cash quelque part à disposition au cas où il faut vous indemniser si vous avez une voie d'eau, enfin un dégât des eaux. Et par ailleurs, ça lui permet aussi de faire un peu d'argent parce qu'elle peut boursicoter grâce à votre argent pour se faire un peu de profit et financer tous ses fonctionnements et ses propres bénéfices. Et cette partie investissement, en fait, ça représente des quantités monstrueuses d'argent parce que tous les citoyens individuellement, plus les entreprises qui souscrivent à des assurances, donnent quand même chaque année, chaque mois, quand même un paquet d'argent. Et donc, les assureurs ont ce rôle-là. Et donc, nous, lorsqu'on va voir les assureurs, on va leur demander de ne plus financer, par exemple, de ne plus assurer des projets spécifiques. Et puis, on va aussi leur demander de faire en sorte que dans leur politique d'investissement, la façon dont ils y placent leur argent, ils évitent de mettre de l'argent n'importe où, et en particulier dans des compagnies pétrolières les moins exemplaires. Et puis, donc, les investisseurs, parmi les investisseurs, il y a les assureurs, et puis après, il y en a plein d'autres. Il y a vous, lorsque vous mettez votre argent à la banque, en général, soit c'est sur un compte comment on appelle ça, un compte courant. Bon, ça, le compte courant, ça va pas bien loin. La banque s'en sert pour ses fonds propres et ça l'aide ensuite à faire son travail que j'ai décrit en avant. Mais dès que vous souscrivez à un livret spécifique, à l'assurance vie, à de l'épargne salariale, ce genre de choses, eh bien, l'argent part sur les marchés. L'argent est investi en actions ou en obligations sur les marchés. Et vous êtes donc vous-même investisseur à travers ce qu'on appelle des gestionnaires d'actifs, qui sont des entreprises spécialisées dans l'investissement, qui prennent votre argent et qui ensuite font les choix les plus judicieux et qui répondent à ce qu'on appelle un devoir fiduciaire. C'est leur job, c'est de faire en sorte que vous ne perdiez pas d'argent et si possible que vous en gagnez. Et eux, entre les deux, ils font en sorte d'en gagner un max. Et c'est ce qu'on appelle, en général, quand on dit les traders, en général, c'est plutôt ce type de gens-là qui essayaient de faire fructifier l'argent que l'on leur confie. Donc il y a vous, il y a un énorme volume d'argent qui sont les fonds de pension, les caisses de retraite. Enfin, fonds de pension, c'est le truc qu'on appelle pour les États-Unis, mais nous, on a la même chose en France, c'est les caisses de retraite qui sont... alors, il y a aussi l'assurance vie. Ce qu'on appelle l'assurance vie en France, c'est un peu un nom bâtard, mais c'est en gros une caisse de retraite parce que généralement, c'est ce qu'on appelle une épargne en vue de la retraite. On va la récupérer des années, voire des dizaines d'années plus tard. C'est le premier produit d'épargne en France qui vaut 2000 milliards. Enfin, il y a 2000 milliards d'encours. Aux États-Unis, par exemple, vous connaissez sûrement BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, qui pèse près de 9000 milliards de dollars. Et les 2 tiers de ces encours, ce sont des fonds de pension. C'est des gens qui capitalisent leur argent en vue de la retraite pour le récupérer après leur carrière. Les investisseurs, donc investissement en obligations, ils achètent des bouts de dette d'entreprise. Ils les revendent sur les marchés, etc., pour essayer de gagner de l'argent, ils spéculent. Et ils sont actionnaires d'entreprises, pareil, ils peuvent spéculer, même si les actions, soit elles sont comme ça, prises sur les marchés auprès d'entreprises cotées, et peuvent être échangées un peu n'importe quand au gré du marché, soit ce sont des actions, ce qu'on appelle en private equity, où là, les investisseurs sont actionnaires d'une entreprise, mais ce sont des entreprises qui sont non cotées. Donc, ça peut être des ETI, des PME, qui ne peuvent avoir que quelques actionnaires en général. Et là où on met des billes dedans pendant plusieurs années, en espérant récupérer une plus-value plusieurs années plus tard. Et évidemment, en tant qu'actionnaire, et c'est important, j'en parlais tout à l'heure, ils ont un droit de vote. Ils s'imbriquent dans la gouvernance de l'entreprise en tant qu'actionnaire. C'est toute la critique qu'on peut faire du système capitaliste, parce qu'ils ont généralement un pouvoir un peu disproportionné, quoique, et on pourra en parler tout à l'heure, leur pouvoir n'est pas si important que ça, malheureusement, on pourrait dire, parce que sur les enjeux climatiques, leur pouvoir est assez limité. Est-ce que déjà il y a des questions là-dessus? Parce que là, je vous ai fait un cours de finance en 5 minutes. C'est un peu violent. On peut prendre 2 secondes pour faire les pronostics du match, si vous voulez, mais ça ne va pas être dur, parce que je ne sais même plus c'est qui déjà. La France contre eux, je ne me souviens plus. C'est Namibie, c'est ça?
Ouais, j'avais un doute, c'est Namibie. Je ne savais pas qu'ils étaient au mondial. Namibie, qui est l'Eldorado de Total Energy en Afrique d'ailleurs. Total Energy se vante d'avoir découvert un super champ en Namibie, comme s'ils avaient besoin de ça. Tout le travail de Reclaim Finance s'inscrit dans un large débat qui date depuis quelques années, mais qui n'est pas très ancien non plus, quoique, je vais vous montrer cette fresque, mais qui s'est beaucoup accéléré dans les années 2010, notamment en perspective de la COP 21 en 2015. Mais pour revenir un peu en arrière, l'électrochoc qui a fait que le secteur financier a commencé à s'intéresser aux questions climatiques date de déjà 1972, à l'époque aussi du rapport Meadows, où la Munich Re, un des plus gros réassureurs au monde, qui s'est bien posé la question de se dire, mais mince, je suis exposé à tout un tas d'actifs qui potentiellement demain vont être dévalués brutalement à cause du changement climatique. Et donc là, tout le monde s'est un peu posé la question de qu'est-ce qu'on va faire de tous ces actifs et comment je vais faire en sorte, moi, en tant qu'investisseur ou que d'assureur ou que de banque, comment vais-je faire en sorte que les fameux risques climatiques que l'on est en train de découvrir, parce qu'en 72, à l'époque, on était quand même très loin dans la réflexion sur le changement climatique, mais déjà, on se demandait, au moins sur les catastrophes naturelles, sans forcément chercher leur cause, est-ce que je ne vais pas, moi, me retrouver en faillite si j'ai trop d'actifs exposés à des catastrophes naturelles qui, bizarrement, en fait, se recoupent parce qu'elles sont liées à la même cause, qui sont les énergies fossiles. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a plusieurs cadres normatifs qui se sont instaurés. Par exemple, le principe de l'équateur, qui est non contraignant, mais qui fait partie du cadre normatif que les acteurs financiers peuvent s'approprier. Il y a des ONG qui se sont créées, notamment BankTrack, qui a été une des premières à se créer sur ce domaine. UNPRI, c'est une entité de l'ONU qui s'intéresse à ces enjeux de la finance durable. Et après, à partir des années 2010, en perspective de la COP21, les acteurs financiers, les institutions financières ont commencé à adopter par elles-mêmes leurs propres engagements, à prendre des engagements, à dire je vais arrêter de m'exposer à tel ou tel actif, je vais arrêter de financer des mines de charbon. Le charbon a été le premier sujet qui était venu sur la table. Et à la COP21, dans l'accord de Paris, il y a une disposition, il y a une clause qui parle spécifiquement du secteur financier en disant que le secteur financier doit absolument agir parce que c'est un acteur central. Malheureusement, depuis la COP21, entre 2016 et l'an dernier, on a toujours énormément d'argent qui est allé dans les énergies fossiles. Ça, ce sont donc 5 500 milliards de dollars de financement par les banques dans les énergies fossiles. Donc ça ne comprend pas toutes les activités des investisseurs ou des assureurs. C'est vraiment de l'argent frais, c'est du prêt ou de l'achat d'obligations. Quantité astronomique. Quand même, les acteurs financiers se sont mobilisés à plusieurs vagues, mais récemment, il y a eu une tendance, il y a 2 ans, à travers un truc qui s'appelle GFANZ, The Glasgow Financial Alliance for Net Zero, après la COP, je ne sais plus combien, c'était 26, je crois, à Glasgow, où il y a une grande alliance internationale qui a posé les cadres qui a commencé à se dire, bon, on va se mettre autour de la table et on va fixer des guidelines et on va tous se mettre d'accord sur comment déjà intégrer les risques climatiques, dont je parlais, je vais expliciter tout à l'heure, et aussi quel type de mesures on peut prendre, nous tous, pour réduire notre impact sur le changement climatique et donc notre exposition aux énergies fossiles. Bon, du coup, nous, Reclaim Finance, on a vu ça, on était contents, et on s'est dit quand même, on n'est pas benets, on n'est pas des pigeons. On sait bien que les engagements volontaires, en général, ça ne va pas bien loin. Et donc, on a regardé ce qui s'est passé depuis cet accord entre différentes banques, assureurs, etc. Et malheureusement, le financement des énergies fossiles continue d'aller de bon train. Et cette alliance, depuis 6 mois, est en train de péricliter dans tous les sens. Il y a quelques sections, parce qu'elle s'est divisée par type d'acteurs, mais il y en a qui ont totalement explosé, notamment celle pour les assureurs. Il y en a qui restent plus ou moins sur pied, mais avec une gouvernance bancale. Et c'est en tout cas une belle leçon pour se dire que les alliances internationales, lorsqu'elles ne sont pas contraintes, malheureusement, et qu'il n'y a pas une dynamique politique pour toujours remettre une pièce dans la machine régulièrement, eh bien ça s'endort. Je passe un peu sur l'historique et là je reviens dans du théorique. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ce principe de l'ESG, environnement, social, gouvernance, qui est l'acronyme de base qui circule dans le monde financier de la finance durable. Où en fait, comme je disais tout à l'heure, ce qui motive les acteurs financiers à s'intéresser au climat, c'est pas vraiment leur impact sur le dérèglement climatique. Ça, en général, ils s'en fichent un peu parce que c'est pas leur rôle dans la société selon eux.
C'est plutôt de se demander est-ce que je ne vais pas perdre de l'argent à m'exposer aux énergies fossiles. Et donc, ils ont mis en place tout un tas d'outils pour mesurer les risques, pour les évaluer, et ensuite pour adapter leur stratégie d'investissement en fonction de ces fameux risques ou de financement. Et donc il y a ce principe de ESG qui a émergé depuis quelques années. Le problème, c'est que aux yeux de beaucoup, et en particulier du grand public, beaucoup ont perçu cette prise de conscience par les secteurs financiers comme une réelle opportunité d'arrêter de faire n'importe quoi et de se dire « Ah, ça y est, le secteur financier bouge, il va créer des fonds, donc il va commercialiser des fonds qui vont vous vendre pour votre assurance vie, etc., avec marqué ESG dedans, genre fonds durable, climat, impact, etc. » Et vous vous dites « Ah bah cool, ça y est, enfin je vais pouvoir mettre mon argent dans un endroit qui ne va pas détruire la planète. » Sauf qu'en fait, pas du tout. Malheureusement, ce fameux principe de l'ESG, ça n'est qu'une simple prise en compte des risques. Et que, je reviens sur cette slide, il y a qu'un principe, je refais un peu du théorique, mais comme ça vous apprendrez des trucs, c'est que le principe qu'on appelle la simple matérialité, c'est un peu bâtard comme terme, qui veut que l'acteur financier en fait ne se soucie que de l'effet des risques climatiques sur son propre business. Ce principe de simple matérialité domine très largement le secteur. Et il y a un principe alternatif, complémentaire, je dirais, qui commence à émerger et que l'Union européenne, d'ailleurs, dont s'est saisie l'Union européenne récemment avec des textes très structurants ces derniers mois, qui s'appelle la double matérialité, qui est de dire, plutôt que de simplement se soucier de l'effet du changement climatique sur mon business, est-ce que je ne peux pas aussi me soucier de l'effet de mon business sur le changement climatique? Parce que, de manière un peu circulaire et vicieuse, si je continue de détruire la planète, notamment les assureurs, je vais moi-même me mettre en danger. Bon. Et c'est la logique de double matérialité qui domine en Europe, mais qui malheureusement est attaquée par les Américains, parce que les Américains sont très attachés à ce principe de simple matérialité, considérant que ce qu'on appelle le devoir fiduciaire, donc la responsabilité du secteur financier, c'est essentiellement de faire en sorte que les retraités ne perdent pas leur argent une fois à la retraite, en gros, et que l'impact de l'argent sur le climat, ce n'est pas leur problème. Alors qu'en Europe, il y a un esprit plus progressiste, et on sait bien que le secteur financier a un rôle majeur à jouer dans la politique climatique, et donc on aimerait les mettre en alliés. Et donc, quand vous avez un acteur financier qui, par exemple, se dit, on va prendre en compte des critères ESG, il se dit, par exemple, on va exclure des entreprises de notre portefeuille pour réduire notre exposition, réduire notre risque, et puis potentiellement, on va en faire de la com là-dessus, parce que c'est toujours ça de prix, on va dire que parce qu'on a exclu telles entreprises, on se vante de réduire notre impact sur le dérèglement climatique. Et donc, c'est important quand même de débunker, entre guillemets, ce concept, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'ESG, je vais aller vite, parce que comme c'est un peu techos, c'est que vous ne parlez pas tous ESG tous les jours, toute la journée, contrairement à moi, mais ce qui se passe, c'est que les acteurs financiers vont se dire, il y a 3 piliers à prendre en compte, qui est l'environnement, l'impact social et les questions de gouvernance, en gros de la corruption et des choses antidémocratiques. Et ils vont mettre des indicateurs là-dedans. Et ils vont dire à leurs clients, oui, alors j'ai bien pris en compte les risques environnementaux, sociaux, gouvernance. Et en gros, sur l'environnement, j'ai évalué que si l'entreprise dans laquelle on investit, elle fait du recyclage de ses gobelets et qu'ils prennent le métro-tramway plutôt que le taxi, ils ont des bons points. Sur le social, on va se dire, on va mettre un indicateur d'égalité femmes-hommes et d'écart de rémunération qu'ils ont fixé eux-mêmes. Et là, ok, c'est bon, ils ont des bons points. Et pour la gouvernance, c'est pareil. Et même toutes les agences de notation qui vont évaluer chaque entreprise et ils ont leurs propres critères sur les fameux 3 piliers ESG. Ils vont mettre en gros une notation sur l'entreprise en disant cette entreprise, elle est bien sur ces 3 critères. Et donc l'investisseur qui lui cherche où mettre son argent pour limiter son impact, il va prendre en compte cette notation faite par les agences de notation et il va dire si celle-là, elle est un bon critère, elle a une bonne notation, je vais mettre mon argent là-dedans. Et puis l'autre entreprise du même secteur qui a une moins bonne notation, je ne vais plus mettre mon argent chez elle. Et du coup, je vais pouvoir dire à mon client, regarde, je mets de l'argent que là où il y a des gens bien, mais pas chez les gens qui ne sont pas bien, pas dans les entreprises qui ne sont pas bien. Le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle le principe du best in class, c'est qu'en fait, ils classifient les entreprises, ils ne prennent que les meilleurs. Ce qui n'est pas trop mal en soi, on se dit les plus pourris, on les sort et on garde que les meilleurs, sauf qu'il y a des secteurs, par exemple le secteur du charbon, où en fait il n'y a pas une seule entreprise qui va bien, parce que le charbon, de base, quand on fait du charbon, ça ne va pas. Mais malheureusement, le secteur financier continue à dire non, mais dans le secteur du charbon, il y en a qui font des trucs bien, qui mettent des captations de carbone dans leurs usines, machin, etc. Bon.
Et puis ces fameux critères ESG, au-delà du fait que l'évaluation qui est faite des qualités des politiques internes des entreprises sur ces 3 piliers, en fait, sont pondérées de manière totalement arbitraire et archaïque. Il n'y a pas de standard international qui dit voilà, comment est-ce que les 3 critères ESG doivent être calculés et pondérés entre les 3, parce qu'il faut une moyenne des 3. Bon, tout ça pour dire que par manque de réglementation, aujourd'hui, le système financier dans son ensemble, en complicité entre les investisseurs, les banques, les agences de notation ESG, font leur magouille dans leur coin et enfument la terre entière, pour résumer, sur les critères qu'ils appliquent à leur portefeuille. Et nous, derrière, on ne sait absolument pas si tout ça est bien crédible. Heureusement, l'Union européenne est un peu plus en avance par rapport au reste du monde et commence à établir des standards, mais ça prend du temps. Ça, je vous ai dit. Et c'est toute la limite. Alors, toute la limite de l'approche du risque. Alors là, c'est un peu philosophique et je ne vais pas m'attarder, mais parce que là, je vous ai dit, les acteurs financiers commencent à exclure de leur portefeuille certains secteurs, certaines entreprises, par souci de ne pas trop s'y exposer au cas où ils perdraient de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche par le risque. On évalue les risques climatiques de nos actifs et on ajuste notre exposition à ces actifs en fonction de la gravité du risque. Le problème de ça, c'est que ça ne prend absolument pas en compte, comme je disais, ce principe de double matérialité où on a un impact sur le changement climatique. Et c'est ce qu'un type a théorisé, qui est l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui parlait de la tragédie des horizons. C'est que, c'est assez simple à comprendre, le secteur financier est quand même obnubilé par l'idée de faire du profit à court terme. Et en fait, il y avait une espérance transmise par ce gars-là à l'époque, qui s'appelle McCartney, qui disait si le secteur financier prend bien en compte les risques climatiques, sous condition qu'il y ait une parfaite transparence sur l'évaluation des risques, et ce qui d'ailleurs a motivé toutes les réglementations récentes à vouloir mettre un maximum de transparence, qu'on sache précisément le bilan carbone de chaque entreprise, qu'on sache précisément si elles ont une trajectoire alignée sur l'accord de Paris, etc. Si les acteurs financiers ont une connaissance précise des risques climatiques grâce à cette transparence, alors on peut espérer que, in fine, les acteurs financiers, par eux-mêmes, par souci justement de répondre à leurs devoirs fiduciaires, allaient se désinvestir de toutes ces entreprises mauvaises pour se concentrer sur les bonnes entreprises. Et malheureusement, tout ça ne marche pas parce que, à cause de cette fameuse tragédie des horizons qui fait que, en fait, personne n'est vraiment désincité à sortir de Total Energy qui vous génère 20 milliards de profits cette année, même si vous savez très bien que les actifs de Total Energy vont se dévaluer brutalement dans 20 ans. Parce qu'en fait, dans 20 ans, vous aurez largement eu le temps de vous désengager de Total Energy. Et donc, les acteurs financiers sont très concentrés sur le profit qu'ils sont en mesure de faire là, dans les prochains mois, même pas prochaines années, prochaines semaines, prochains mois. Et les enjeux climatiques sont beaucoup trop loin pour eux. Autre aspect, et nous, quand on parle avec les acteurs financiers, c'est toujours un peu compliqué. Et ça, peut-être ici, il y a des gens qui sont très familiers des scénarios climatiques. Lorsqu'ils évaluent les risques climatiques, qui sont, en fait, je ne l'ai pas expliqué, mais les risques climatiques se décomposent en 3 types de risques. Il y a les risques physiques, c'est quand vous êtes exposé à des catastrophes naturelles, en gros. Si vous avez une raffinerie qui est en bord de mer et que je pense par exemple dans le golfe du Mexique, où il y a souvent les raffineries ou les plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique qui sont exposées aux ouragans, si les ouragans sont de plus en plus fréquents, votre raffinerie elle est exposée à des risques de dévaluation parce qu'elle produit moins ou parce que même elle peut être détruite. Ça, c'est le risque physique. Il y a les risques de transition, où vous avez des actifs dans un pays, et puis on n'est jamais à l'abri qu'en fait, le gouvernement de ce pays, du jour au lendemain, va décider de fermer votre usine parce qu'elle n'en veut plus. Voilà. Parce qu'elle se dit, non, je ne veux plus de charbon chez moi, je ferme les mines de charbon, alors que les mines étaient toujours viables économiquement. Et après, il y a les risques légaux, qui sont plus difficiles à évaluer, encore plus difficiles à évaluer et encore un peu timides aujourd'hui, mais ça monte. C'est simplement le fait d'être exposé à des attaques en justice par des clients, par des concurrents, par des ONG, par des États, etc. Lorsque, en fait, on est à un moment donné où la société commence à comprendre que vous êtes responsable des dommages climatiques. Et tout ce que je voulais dire, c'est que ces fameux 3 risques climatiques, en fait, sont très compliqués à évaluer à moyen et long terme. Et que donc, lorsqu'un acteur financier se dit « attends, je vais essayer de bien évaluer mes risques pour ajuster mon portefeuille »,
en fait, au bout d'un moment, il va être perdu parce que il y a tellement de probabilités là-dedans et ça nécessite un traitement de données phénoménal qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas les données, ils n'ont pas la finesse d'analyse que peuvent avoir l'Agence internationale de l'énergie, par exemple. Et donc, c'est le bazar. Et donc, en fait, ils font semblant d'agir pour finalement ne pas agir. Donc, lorsqu'ils vous disent on a un engagement à 2050 à faire ceci, cela, en fait, ils n'en ont strictement aucune idée de ce qui va se passer d'ici à 2050. Ils font juste semblant de se dire on réduit nos risques comme on peut. Heureusement, même si on est en train de flotter dans un droit souple et dans des engagements RSE enfin, pas contraignants et très mous, l'Union européenne avance, contrairement aux États-Unis, même si les États-Unis, évidemment, sont les grands moteurs de la finance mondiale. On a une série de textes qui sont arrivés pendant cette mandature et qui ont clarifié pas mal de choses, mais essentiellement, et je le disais tout à l'heure, sur le concept de la transparence, c'est-à-dire que l'Union européenne a d'abord voulu bien donner aux acteurs financiers tous les outils et des standards pour être capable d'évaluer ces fameux risques, a donné aussi quelques clés pour classifier les choses en mode ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on vous dit que pour nous en tant que responsables politiques, on considère que ça c'est bien, ça c'est pas bien, donc vous pouvez investir là ou là selon ce que vous voulez vous, mais donc en gros sans les contraindre, mais simplement leur dire selon des politiques, selon le choix démocratique, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est par exemple le principe de la taxonomie qui liste les activités vertes. Mais aucun de ces textes n'est vraiment contraignant. Il n'y a aucun texte qui dit à un acteur financier vous n'avez plus le droit d'investir dans tel type d'activité, même si on est parfaitement au courant et certain que ça crée des dommages considérables, sauf le dernier qui est la directive sur le devoir de vigilance qui est en cours de finalisation en ce moment, en trilogue à Bruxelles, ou qui là est contraignante, et c'est ça qui est intéressant. Elle est largement inspirée du texte français, même si elle est beaucoup plus complète, parce que le texte français fait 2 pages, donc il a fallu quand même bosser un peu. Mais petit bémol, le secteur financier risque d'être exclu. Donc on est un peu sur notre faim, notamment grâce à l'effort très vaillant du gouvernement français qui a voulu protéger le secteur bancaire et a tout fait pour exclure les banques. On est ravis. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, une lassitude, une espérance? Oui. Typiquement, ça c'est ce qu'on appelle un risque, je dirais, légal ou de transition qu'on peut évaluer, qui n'a rien à voir avec la question climatique, mais qui a bien à voir avec les énergies fossiles. Les compagnies pétrolières ont l'habitude, c'est pas la première fois, mais c'est vrai que cette question de foutre le bazar dans un pays avec ses milliards pétroliers et se retrouver 20 ans plus tard avec un coup d'État et de perdre ses actifs, c'est un truc que les compagnies pétrolières connaissent. Mais bon, elles continuent, hein, mais en tout cas, elles anticipent ce risque, et les assureurs aussi, évidemment, anticipent ce genre de risque. Après, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qui se passe en ce moment en Afrique, le caractère, non pas systémique, mais en tout cas cumulatif du problème. On n'est plus juste à avoir un État où il y a un coup d'État, on en a plusieurs en même temps, enfin quasiment en même temps. Après, en général, les infrastructures pétrolières ne sont pas attaquées parce que c'est ce qui fait la richesse du régime. Et le régime qui arrive en a besoin pour financer sa révolution ou je ne sais quelle ambition. Donc, je pense que c'est là où le risque est quand même limité. Mais en général, les actifs fossiles ne sont pas tant craints par les régimes autoritaires, militaires, coups d'État, etc. Ils sont plutôt craints par des régimes démocratiques qui un jour se disent bon, on va arrêter ces conneries. Ce qui a été le cas dans quelques pays dans le passé, et j'espère dans d'autres pays. Donc nous, Reclaim Finance, face à tout ça, on n'est pas désespéré. On se dit non, on peut faire des choses. Et donc, moi, c'est mon boulot, tous les jours, au-delà d'être avec vous ce soir, c'est que je passe l'essentiel de mes journées à rencontrer des acteurs financiers et à écrire des mails et à appeler des gens et à les encourager par du plaidoyer, par la force de la conviction que l'on essaie de faire valoir, de prendre des mesures pour arrêter de financer les énergies fossiles. Évidemment, on ne vient pas les mains vides, on arrive avec un peu de rapport de force, on leur met la pression, parce qu'on a des campagnes, comme je disais, autour de ces acteurs-là qui
comment dire, les expose sur le plan réputationnel, c'est le principal levier qu'on utilise. On utilise très très peu comment dire, ce fameux risque climatique. Il y a d'autres ONG qui le font, notamment Carbon Tracker, qui vont documenter le risque climatique pour faire peur aux acteurs financiers en disant « Ah, attention, regardez, vous avez vu ce risque-là, vous ne l'aviez pas vu, vous devriez sortir de tel secteur parce que c'est trop dangereux pour vous. » Nous, on ne s'en sert pas trop, considérant qu'on ne va pas dire à des financiers comment gérer leur portefeuille parce que c'est leur boulot, ils savent faire. Prévenir l'avenir, c'est quand même la spécificité principale du secteur financier, c'est leur job, et c'est pas nous qui allons leur apprendre. Par contre, on peut leur apprendre ce que c'est de s'exposer à une opinion contestataire, ce que c'est de peut-être perdre des clients qui de plus en plus se soucient des questions climatiques, de s'exposer à un gouvernement sur lequel on met nous-mêmes la pression pour vous réglementer, etc. Et l'objectif, c'est que ces acteurs financiers, du coup, adoptent des politiques climatiques dans leur politique RSE au sens large, qui vont ensuite se décliner sous forme sectorielle. Donc il y a des politiques sur le charbon, sur les pétroles et le gaz, sur les énergies renouvelables, sur je sais pas, le nucléaire, ou après sur la biodiversité, la déforestation, etc. Et on va les encourager à adopter tout un tas de mesures. Pourquoi il ne veut plus là? Il y en a marre. Mince. La première chose sont les cibles de décarbonation. Faire en sorte qu'un acteur financier se fixe des objectifs, tout bêtement, en se disant moi, d'ici 2050, je veux que mon portefeuille ait tel bilan carbone, et puis entre les deux, je me mets des objectifs intermédiaires. Et donc, aujourd'hui, la plupart d'entre eux, notamment via l'alliance dont je parlais tout à l'heure, GFANS, se sont dit oui, en 2050, pas de souci, aucun problème, neutralité carbone, comme tout le monde. Ok. Alors, concrètement, parce que neutralité carbone, ça ne veut rien dire. Et en 2050, ça veut encore moins rien dire. Donc, on va regarder dans les détails, selon quelle trajectoire climatique. Je pense que s'il y a beaucoup de shifters ici, vous êtes familiers des trajectoires climatiques. Ce qui compte, c'est vraiment la trajectoire, c'est pas juste le point d'arrivée, c'est la façon dont on y arrive, le chemin qu'on prend. Parce que si on attend, en espérant qu'à un moment donné, on fait chuter notre bilan carbone, en fait, déjà, c'est dur de chuter. Et d'autre part, tout le temps passé, c'est du budget carbone en plus qu'on aura cramé et qui du coup vont faire exploser le budget carbone global de la planète et donc dépasser les 1,5 degrés qui sont la cible prioritaire. Donc on essaye de les inciter à avoir des cibles intermédiaires bien calculées et de se baser sur des données scientifiques et que, in fine, parce que pareil, il y a plein de scénarios possibles, le GIEC en a modélisé, je ne sais plus combien, mais plus de 100 ou même de 300, je ne sais plus. Nous, on se réfère aux scénarios les plus ambitieux, évidemment, c'est notre rôle, en disant il faut qu'in fine, les 1,5 degrés, on arrive à les tenir avec peu de dépassement, c'est-à-dire qu'on ne va pas trop au-delà du budget carbone que l'on se fixe, et on ne fait pas appel, ou très peu appel, aux émissions négatives, à la compensation, considérant, je pense à juste titre, mais si vous voulez on peut débattre, que la compensation est un leurre, est une manière de procrastiner. D'ailleurs aux États-Unis en ce moment c'est un peu le nouveau joker. Ensuite on va leur on va leur les recommander gentiment d'avoir un ratio de financement, de leur dire la question c'est pas simplement de sortir des énergies fossiles, c'est aussi de financer la transition énergétique et donc de vous fixer des objectifs de ratio de financement sur la base de ce que préconisent les scientifiques, notamment l'Agence internationale de l'énergie a fixé des ambitions pour le secteur de l'énergie qui sont intéressantes et qui disent qu'en gros, en 2030, il faudrait que pour chaque euro qui part dans le fossile, il faudrait qu'il y en ait 5 qui partent dans les énergies propres au sens de l'AIE, qui n'est pas notre définition, mais peu importe. Or, aujourd'hui, on est plutôt autour des, comme vous voyez là, autour des 1 pour 1. Et donc, il faudrait partir, j'ai mis 4, parce que, oui, non, pardon, j'ai mis 4 pour 1. C'est-à-dire 4 euros dans la production d'énergie propre pour 1 euro dans les fossiles, à laquelle il faut rajouter à cela 5 euros qu'on met dans tout le reste, qui est de l'ordre de la flexibilité du marché de l'électricité, rénovation des bâtiments, voitures électriques, etc. Donc c'est un ratio de 9 pour 1 au final. Et l'avantage, ce qu'on leur dit, et ça c'est intéressant de l'avoir en tête, c'est que en termes de business, c'est pas perdant. Donc on n'est pas sur une logique de décroissance en termes de business pur, parce que ça impliquerait de toute manière de multiplier par 2 les investissements dans le secteur de l'énergie au sens large. Si on veut réussir la transition énergétique telle que l'AIE le projette, pour respecter le 1.5, il faut multiplier par 2, en gros, le business du secteur financier dans le secteur énergétique. Donc en théorie, pour eux, c'est bénéf, parce que ça leur fait plus de parts de marché, plus d'activités. Mais ce qu'ils n'aiment pas, c'est que évidemment, le secteur des fossiles est beaucoup plus rentable que les renouvelables aujourd'hui.
et donc ils ne sont pas très incités à se bouger. Ensuite, on va leur demander, au-delà de ces fameux ratios et d'avoir des trajectoires de décarbonation qui peuvent être pilotées en interne par eux-mêmes, où en fait ils se disent, par exemple, la Société Générale a annoncé lundi dernier, de manière assez inédite, qui se fixe un objectif de baisse de 80% de leur exposition au secteur fossile d'ici 2030. C'est un objectif assez ambitieux et on l'a salué, c'est rare. Et donc, eux, après, une fois qu'ils ont cet objectif-là, eh bien, ils l'appliquent à toutes leurs activités, parce qu'il y a un paquet d'activités en interne, et chaque département en interne a son propre objectif propre, etc., et essaye de tenir la route. Le problème de ça, c'est que, d'une part, 2030, c'est pas 2050, mais ça reste quand même dans longtemps. Et nous, de l'extérieur, on ne peut pas juger si vraiment les engagements sont respectés. Et on peut toujours craindre que dans 3-4 ans, ils se disent « Ah bah finalement, on ne va pas les tenir, donc on reporte ». Donc on exige aussi, et c'est une préconisation largement admise dans la communauté internationale, on préconise des mesures immédiates, notamment celle de mettre immédiatement fin au financement des nouveaux projets d'énergie fossile. Sur le charbon, c'est déjà acquis depuis un certain temps. Sur le pétrole, ça commence à l'être. Sur le gaz, ça ne l'est pas du tout. Pour l'instant, tout le monde voit le gaz comme une énergie de transition, comme faisant partie de la solution. Et la guerre en Ukraine n'a pas aidé. Et donc, tout le monde continue de financer allègrement des nouveaux projets gaziers ou pétroliers, ce qui est totalement contraire à ce que préconisent les scientifiques. La petite subtilité, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, une banque, par exemple, qui va financer soit du projet, soit des entreprises, pour l'instant, il y a un mouvement qui commence à se lancer, et les banques françaises sont plutôt en avance, mais je pense qu'on n'est pas pour rien là-dedans sans vouloir nous flatter. Les banques françaises adoptent des mesures d'arrêt de financement de projets dédiés. Le problème, c'est qu'un projet d'énergie fossile, une plateforme pétrolière, par exemple, l'argent qui tombe sur une plateforme pétrolière dans son bouclage de financement, c'est à peu près 10% par du financement dédié, donc le financement de projet direct, et le reste, 80-90%, c'est à travers l'entreprise, quand c'est Total Energy, c'est le cash de Total Energy qui finance le projet. Donc tant que les banques continuent de financer Total Energy, elles peuvent dire bah, j'arrête de financer des projets, mais elles continuent de financer Total Energy, bah, en fait, elles continuent de financer des projets via Total Energy. Donc c'est tout aujourd'hui, c'est tout le cœur de notre plaidoyer, il est là-dessus. Il est de leur dire, tant que Total Energy ne s'engage pas à arrêter ses projets, bah, vous n'êtes pas dans les clous et vous continuez d'alimenter le dérèglement climatique. Il y a un bug là. Ensuite, il y a l'engagement. Donc là, c'est plutôt côté investisseur. Lorsque vous êtes actionnaire d'une entreprise à travers votre épargne, entre vous et l'entreprise, il y a ce fameux gestionnaire d'actifs. Donc en France, le plus gros, c'est Amundi, filiale de Crédit Agricole. Après, il y en a plein d'autres, hein, OFI, Ostrom, etc. Natixis ICM, BNP AM. Et cet investisseur, ce gestionnaire d'actifs, va pour vous, en votre nom, siéger aux assemblées générales des entreprises dans lesquelles vous êtes actionnaire et engager les entreprises, c'est-à-dire entamer un dialogue avec elles pour essayer de les pousser à changer. Et là, c'est aussi un énorme enjeu qu'on a, nous, c'est que malheureusement, enfin, en tout cas, c'est logique, mais il y a certaines entreprises qui restent indispensables. On parlait tout à l'heure du charbon. Le charbon, c'est un secteur qui doit décliner impérativement. Et les entreprises qui sont dans le charbon, elles doivent se convertir. Elles doivent faire autre chose. Si elles veulent construire des poussettes, qu'elles aillent construire des poussettes. Par contre, il y a des entreprises, par exemple dans l'acier, il faut qu'elles continuent de faire de l'acier. Par contre, il faut qu'elles se décarbonent. Et donc, pour qu'elles se... Là, c'est plus de la conversion, c'est de la transformation. Il faut faire en sorte que les actionnaires encouragent les entreprises à changer leurs pratiques en interne, à se fixer des objectifs de décarbonation aussi à leur niveau. Et donc, pour une compagnie pétrolière, par exemple, alors il y a un vaste débat, si vous voulez, on peut en parler tout à l'heure, mais sur est-ce que les compagnies pétrolières doivent s'éteindre, ou alors on peut espérer d'elles qu'elles se convertissent en autre chose, qu'elles se transforment pour faire de l'éolien, du renouvelable, etc. Oui ou non? Et en fait, c'est un vrai débat, et pour l'instant, on est plutôt dans l'autre non, parce qu'on voit bien que en fait, ces compagnies-là sont tellement dépendantes de leurs activités fossiles que rien ne les incite à faire un shift dans le renouvelable, bien qu'elles soient des contributeurs relativement importants du développement du renouvelable. On va dire des énergies décarbonées pour ne pas brusquer les shifters sur les nucléaires. De toute façon, le nucléaire, c'est du financement public, donc on s'en fout un peu, enfin, tant en France. Pour l'instant, ces boîtes-là, il y a plein d'études qui ont été faites, elles restent ultra engagées dans le fossile. Et il y a ce petit graphique qui montre que historiquement, vous voyez la barre en bleu, c'est leurs investissements dans les fossiles qui restent relativement importantes
enfin même largement majoritaire. Le Low Carbon Capital Expenditure, c'est la petite boule bleue là. On voit ma souris là? Non, on voit pas ma souris. Comment on fait? Le petit bout bleu, ça, c'est l'investissement dans les ENR par les compagnies pétrolières. Bon, ça, c'est remboursement de dette, et ça, c'est les dividendes. Il y a un phénomène qui est structurel et qui s'aggrave, qui s'appelle les dividendes fictifs, qui fait qu'en fait, les compagnies pétrolières sont un peu en mode on pompe le sol jusqu'à la fin et on fait du cash, et jusqu'à, on ne sait pas trop quand, mais et derrière, les investisseurs, ils engrangent des dividendes, et il y a un moment donné, il va y avoir un problème. Parce qu'il y a peu d'argent qui est investi ni dans les fossiles, enfin il y a de moins en moins d'argent qui est investi dans les fossiles, dans l'appareil productif côté pétrole et gaz, et il y a très très peu d'argent qui part dans le renouvelable. Voilà. Quelle heure il est? 20h03. Est-ce qu'il y a des questions sur les politiques climatiques des acteurs financiers, sur la RSE? Est-ce que des gens ici croient en la RSE? Vous avez le droit. Hein. Moi, je me pose toujours la question. Oui. Comment? J'ai pas entendu. Vous y croyez? Bah, c'est bien. Non, mais en vrai, il y a débat. Si vous voulez partager une opinion, non, c'est confidentiel. Non, mais moi, j'y crois en partie au sens où la RSE permet quand même d'avancer là où ça n'avance pas, en particulier là où les gouvernements n'avancent pas, en particulier dans des pays où le gouvernement n'existe quasiment pas, ou en tout cas n'a aucune ambition sur ces aspects-là. Et lorsque vous avez des multinationales qui ont des standards qui, certes, chez nous, sont assez bas, mais qui, dans d'autres pays, sont plutôt élevés, ça aide quand même certains secteurs, certaines zones géographiques à rehausser un peu les pratiques. Oui. Dans les biens et les pas bien? Alors oui, enfin, il n'y a aucun acteur qui est parfait. En France, il y en a un qui est assez exemplaire, qui est même très en avance par rapport au reste, qui s'appelle la Banque Postale. Je n'ai pas d'action chez eux, mais si vous voulez aller chez eux, c'est une bonne idée. Bon, il y a aussi le crédit coopératif, évidemment, mais, parce qu'ils c'est leur identité. La Banque Postale étant plus accessible parce qu'ils sont implantés partout, etc. Mais c'est en relatif, c'est-à-dire par rapport au reste, ils sont bons. En France, c'est les meilleurs, mais par rapport à la science, ils sont encore un chouille à la traîne. Oui. Bah là, j'ai montré les chiffres des banques françaises. Et donc, on est globalement autour des 1 pour 1. C'est à peu près, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est globalement autour des 1 pour 1. Sachant que ça, c'est bien du financement privé. On ne parle pas de finances publiques. Mais globalement, oui. Et on voit bien la différence entre chacun. Après, c'est compliqué parce que bon, ce chiffre-là, il sort de Bloomberg. Ce qui est complexe, et c'est tout le fourre-tout dans lequel on est, c'est que, en fait, qu'est-ce qui est dans le vert, qu'est-ce qui est dans le brun? Et là, il y a un débat interminable sur qu'est-ce qu'on met dans le vert. Le nucléaire, par exemple, il y en a qui le mettent, d'autres qui ne le mettent pas. La biomasse, il y en a qui le mettent, d'autres qui ne le mettent pas. Nous, on ne le met pas, parce que la biomasse, ça consiste quand même à couper des arbres pour faire de l'électricité. C'est quand même un peu débile comme système. C'est vieux comme le monde, hein, donc c'est pas complètement idiot, mais dans le contexte, ça l'est pas tant. Voilà. Donc, globalement, on est sur 1 pour 1, et ça progresse tout doucement, mais on est loin de l'objectif. Je crois qu'il y avait une main levée au bout là-bas. Après, je te redonne. Oui. Ouais. En fait, vous avez donné le bon terme, c'est le problème d'échelle. C'est qu'il y a effectivement des initiatives intéressantes. Il y a Greenbot, la NEF, qui sont ce qu'on appelle les néobanques, qui ont là, pour le coup, qui sont parfaitement clean, et on peut assez avoir confiance en ce type de structure. Mais en général, l'offre bancaire qu'elles ont est très pauvre. Il y a pas grand, enfin, vous pouvez difficilement faire un prêt chez ces banques-là. Donc ça reste très embryonnaire. C'est pour ça que nous, on prend comme exemple souvent la Banque Postale. Le Crédit Mutuel n'est pas trop mauvais non plus. Ils ne sont pas ouf, mais ils sont pas trop mal. Et après, côté investissement, chez les gestionnaires d'actifs, là, malheureusement, en France, il y en a, à connaissance, il y en a pas qui sont aussi bons que la Banque Postale. La Banque Postale a sa propre filiale de gestion d'actifs qui s'appelle LBPAM, la Banque Postale Asset Management,
qui est pas trop mal, enfin qui s'aligne sur la Banque Postale. Après, c'est plutôt des acteurs publics, et la Caisse des dépôts qui est plutôt bien, mais voilà. Malheureusement, ça traîne un peu. Et voilà. Tu avais une autre question, Hélène ? Sur la technologie en tant que telle, oui, c'est intéressant. Après, j'ai l'impression que la temporalité de recherche est quand même très étendue. Et vu l'urgence climatique, c'est bien, mais on ne peut pas compter là-dessus. Sur le financement, je ne connais pas du tout leur modèle de financement, mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de financement privé, parce que c'est quand même un travail de recherche assez classique sur une technologie émergente. Donc il n'y a aucune. Moi, en tant qu'investisseur, je ne vois pas pourquoi j'irais mettre de l'argent là-dedans, sachant que je ne gagnerai pas d'argent. Donc, et c'est tout ce concept de la tragédie des horizons. Donc, le fait qu'on se pose la question de la pertinence de ce truc répond à la question de il n'y a pas d'investissement privé parce qu'il ne voit pas de débouché à cet investissement. Alors, historiquement, la France est plutôt en avance à l'échelle mondiale. Ah pardon, oui, vous entendez pas. Il demandait si, là, je donne des exemples de la France, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples à l'étranger de pays ou d'acteurs financiers qui sont exemplaires? La France est historiquement plutôt en avance sur la réglementation et chez les acteurs français. Enfin, je parle des banques parce que c'est ce qu'on appelle des banques universelles. C'est des groupes qui ont tous les types d'activités en leur sein. Après, la France a été rattrapée là, depuis 2-3 ans par les Allemands. Il y a notamment Allianz, il y a ING, qui ont rattrapé les banques françaises. Il y a dans les réassureurs, il y a Swiss Re, Munich Re, qui sont voilà. Après aux États-Unis, ils sont complètement largués. La Chine, on ne regarde pas parce que il n'y a pas d'infos, donc on ne peut pas savoir. Et bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et après, en Asie, Japon, Corée, c'est maigre. Malheureusement, c'est vraiment ING, Allianz, qui sont plutôt en avance, mais c'est beaucoup lié à leur exposition en assurance. Parce que justement, Allianz, par exemple, qui est le plus gros assureur, il me semble que c'est le plus gros assureur mondial. En fait, le premier en France à avoir vraiment bougé, c'est AXA. Et ensuite, Allianz l'a rattrapé. Et derrière, les banques ont suivi. Pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, que les assureurs sont les plus exposés au risque. Et donc, c'est eux qui bougent en premier. Ouais, c'est pas toujours le cas. Parfois oui, parfois non. Ça dépend de leur gouvernance, ça dépend de la dynamique commerciale en interne. Parce que je peux vous donner des exemples. La BNP Paribas, par exemple, qui est structurée comme ils le sont depuis très longtemps, ils ont une politique à l'échelle du groupe qui s'applique à toutes leurs filiales, assureurs, investisseurs, machin. Même si, par exemple, la partie investisseur, c'est BNP AM, ils ont leur propre truc qui, en théorie, s'alignent sur le groupe, mais ils ont quand même quelques spécificités liées à leur métier. Et après, vous avez d'autres entités comme la BPCE, qui est un espèce de micmac de plein de trucs qui se sont rassemblés, désassemblés, rassemblés. Il y a Dexia qui est passé par là, ça a foutu le bazar. Donc, là, pour le coup, BPCE, ils ont beaucoup de mal à avoir une stratégie de groupe d'ensemble. Et aussi parce qu'ils n'achètent pas de racheter des trucs, de les revendre. En exemple, vous avez BPCE, donc c'est la banque populaire Caisse d'épargne. C'est dirigé par, c'est l'entité qui est dirigée par ces agences-là. Et ils ont une filiale de banque. Parce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les banques, il y a la banque, ce qu'on appelle la banque de détail. C'est celle qu'on connaît tous. Là, on a notre argent en compte courant. Et après, il y a la banque d'investissement, la CIB, Corporate Investment Banking. C'est en gros, des fois, on appelle ça la banque de grande clientèle. C'est celle que nous, on regarde parce que c'est elle qui va donner de l'argent à coût de millions ou de milliards aux grandes compagnies pétrolières ou dans les projets. Et BPCE, donc, ils ont la banque de détail qui pilote le groupe.
et ils ont une filiale de banque d'investissement qui s'appelle Natixis, CIB, mais qui a aussi une filiale d'investissement qui s'appelle Natixis IM, donc là c'est un gestionnaire d'actifs qui gère voilà, des fonds, des fonds de pension, etc. Et par exemple, ce Natixis IM, c'est en fait un agrégat de une quinzaine ou une vingtaine de gestionnaires d'actifs qui sont une espèce de fédération où il n'y a pas de politique commune. Dedans, vous avez des très bons comme Mirova ou Crédit Coopératif. Bon, c'est une banque, mais ils sont dans le même truc. Et puis, vous avez des très très mauvais. Ils ont racheté récemment un truc qui s'appelle Loomis, qui est américain, qui est un des premiers financeurs du gaz de schiste aux États-Unis. Et voilà, donc en fait, c'est le bazar total. Et on essaie là, on est en train de réfléchir à une stratégie pour les influencer, pour justement passer par les banques de détail que tout le monde connaît, parce qu'ils ont une stratégie de marque qui est très forte. Enfin, historiquement, Caisse d'Épargne, BPCE, enfin, Banques Populaires sont quand même assez connus par le grand public et on essaie de passer par eux parce que c'est eux qui pilotent le groupe pour imposer une politique climatique à l'échelle du groupe pour qu'ensuite ça s'applique à l'ensemble de leurs filiales et notamment cette filiale américaine qui pose pas mal de problèmes. C'est difficile de répéter la question, mais il parlait de la RSE qui a quand même son rôle à jouer, notamment parce qu'il y a les nouvelles générations qui mettent la pression, etc. Et oui, effectivement, enfin moi je dis souvent que j'ai du mal à croire en la RSE parce que je crois beaucoup en la force de la loi, étant moi-même assez sensible à la chose publique de fait de mon parcours. Je pourrais parler après des différentes mesures possibles, mais clairement la RSE qui est un peu le moteur dans les entreprises pour que l'entreprise bouge, en fait peut permettre d'avoir une longueur d'avance sur la loi, qui en général fait voiture-balai. Et donc, dans un contexte où il faut aller le plus vite possible, toutes les énergies sont bonnes à prendre. Et quand vous avez des étudiants qui vous disent « j'aimerais bosser dans la finance, mais je me soucie du climat, qu'est-ce que je peux faire ?» Je dis « va dans la finance, continue de te soucier du climat, et va embêter tes chefs. Peut-être que dans 15 ans, tu seras chef, voire chef, PDG, je ne sais pas. Et il peut y avoir des bonnes volontés. Après, c'est des choix business. Il y a toujours ce dilemme à laquelle sont confrontés quand même les dirigeants d'entreprise, de se dire est-ce que si je suis trop clean, je deviens non compétitif ou pas. C'est un débat interminable qu'ils ont en interne. Nous, quand on les pousse à changer leur politique, la première chose qu'ils vont faire, on leur dit est-ce que vous pouvez adopter telle mesure, genre vous excluez toutes les entreprises qui développent des nouveaux champs pétroliers. Le premier truc qu'ils vont faire, c'est un petit calcul de coin de table dans leur logiciel. Combien ça coûte ? Et si ça coûte pas trop cher, ouais, pas de problème, on va le faire, on est fort, on est vachement ambitieux, le climat c'est important, ok, on le fait. Et puis s'ils se rendent compte que ça coûte trop cher, ils vont nous mettre 15 000 exceptions à la règle pour faire en sorte de protéger leurs plus gros clients et pas perdre trop d'argent. Mais en tout cas, oui, la RSE, c'est nos meilleurs alliés chez les banques et chez les acteurs, ce sont les départements RSE, parce que c'est des gens qui effectivement comprennent les enjeux, ce qui n'est pas à gagner de tout le monde, qui connaissent un peu les clés pour convaincre en interne derrière. Et on voit petit à petit que les départements RSE sont de plus en plus imbriqués dans les directions d'investissement qui pilotent. Et aussi, ça c'est un peu plus inquiétant, mais qui sont beaucoup liés au département juridique pour justement anticiper ce fameux risque légal qui fait partie des 3 risques climatiques. Parce qu'ils font leur petit calcul de coin de table et puis ils appellent aussi les juristes dans la salle d'à côté. Si on prend cette mesure-là, est-ce qu'on ne risque pas de se faire attaquer en justice par une ONG ? Bon, bref, mais en tout cas, on sent bien que le sujet s'immisce très très largement au sein des entreprises, ce qui n'était pas le cas il y a 5-10 ans, je pense. Enfin, en tout cas, dans ces grosses boîtes. Oui. Ah oui, les dividendes. Pourquoi ils n'investissent pas dans le bas carbone ? Une fois, j'étais à un dîner à Deauville, dans un casino, avec
la haute de la finance française. Et il y avait un mec à côté de moi qui travaillait dans le private equity, donc l'investissement dans notamment les infrastructures pétro-gazières. Et je lui dis, mais naïvement, comme je suis, avec ma tête d'ange là, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi vous investissez pas plus dans les renouvelables? Il me dit, mon petit, c'est facile à comprendre. Un investisseur, quand il évalue une opportunité commerciale, il regarde deux paramètres, le risque et le rendement. Et il fait un ratio entre les deux. Si c'est trop risqué, il n'y va pas. Si c'est pas assez rentable, il n'y va pas. Et il essaie de trouver un juste milieu. Alors si c'est très rentable et peu risqué, c'est jackpot, mais ça n'arrive jamais, parce que tout le monde va dessus. Mais du coup, il mesure toujours les deux. Évidemment, il joue sur... donc il négocie le rendement avec le client qui souhaite financer. Et en gros, après, c'est celui qui est capable de prendre le plus de risques qui gagne le truc, qui gagne le marché et qui chope l'investissement. Le problème des renouvelables, si je prends l'exemple des renouvelables, mais je pense que le nucléaire, ça vaut aussi, c'est qu'en termes de rendement, on est à 2 voire 3 fois moins rentable en retour sur investissement que les énergies fossiles, dans le contexte actuel. Donc vous mettez des billes dans des éoliens, vous gagnez 6, 7, 8% dessus. Dans le fossile, c'est autour des 20%. Et ça se répercute ensuite, parce qu'il faut imaginer que ce n'est pas juste des gars dans une salle de marché qui se font plaisir, c'est que derrière, ça se répercute sur vos placements. Quand on est en train de se battre pour monter le livret A à 3%, enfin se battre, ou quand vous voulez vous choisissez vos fonds, vous êtes là, il y a une inflation à 5, j'aimerais quand même avoir un truc qui me rentabilise, enfin qui me fait gagner 5,5 histoire de ne pas perdre de l'argent. En fait, derrière, il y a des gars qui sont justement en train de se creuser le cerveau pour voir où est-ce qu'ils vont mettre votre argent pour s'assurer que le taux de rendement de votre livret soit bien à 5%. Donc il y a quand même un enjeu derrière. Et s'il investit dans des renouvelables qui sont que à 5-6%, entre les deux, il prend un peu de commission, donc ça tombe sous les 5, et ben vous perdez de l'argent. Et donc vous partez, et donc il perd votre... Bref, vous voyez la logique. Et après, sur le risque, pour le nucléaire, ça vaut aussi, c'est que les énergies fossiles étant un secteur quand même assez bien connu, assez bien compris, tous les risques sont déjà bien anticipés, les assureurs sont là, etc. Sur le renouvelable, il y a encore d'énormes risques de non-aboutissement du projet, de variation des prix. Là, en ce moment, c'est un bazar total dans le secteur des éoliens, par exemple, parce que les contrats qui ont été signés il y a 5-6 ans pour construire des projets qui sont en cours de construction maintenant avec un niveau d'inflation énorme, le truc devient plus ou moins rentable. Enfin, il y a un niveau de risque qui est hyper important. Pareil sur le plan légal, c'est le cas en France, on en parle souvent, de se dire aujourd'hui l'implantation d'éoliennes c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, il y a une réticence locale, le droit environnemental est assez sévère, il y a une consultation qui dure longtemps, etc. Et ça, potentiellement, il peut y avoir un abandon du projet. Moi, dans mon bled d'origine à Lorient, en Bretagne Sud, il y a un projet d'éolien offshore flottant en mer qui a été abandonné, enfin qui est en stand-by, mais le fournisseur d'électricité s'est barré, et ben, tous les investisseurs ils sont sur le carreau. Et ça, ce risque-là, en fait, on le connaît moins dans le secteur fossile. Donc c'est par rapport à la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc comment on peut convaincre l'instance dirigeante, donc tout ce qui est au niveau du chef d'entreprise, tout ceci, de mettre en place des actions, alors que c'est quand même un coût budgétaire assez spécifique, parce qu'au final on ne va pas retirer un bénéfice à ceux-là, enfin pas directement en tout cas, et comment, par exemple, dans des très grosses entreprises, des très grosses structures, on va réussir à avoir une synergie organisationnelle en créant des audits ou quoi que ce soit, parce que ça peut être très compliqué et surtout assez laborieux sur le long terme. Donc voilà. Ouais, qu'est-ce qui les motive à prendre des dispositions un peu plus ambitieuses que la moyenne ? Ça, c'est la première question. Et ensuite, comment ils le font concrètement du fait des complexités, de l'inertie des grands groupes. Déjà, ce qui les motive, c'est ce que je disais, c'est tous les moyens de pression que nous, sur lesquels on appuie, à laquelle les acteurs sont eux-mêmes exposés de fait. Nous, on vient exacerber la pression, mais en fait, ils le sont déjà sous pression. Il y a le risque réputationnel auprès de leurs clients, auprès des salariés, vous en parlez, enfin des futurs salariés notamment, ou même des salariés existants. Et ça, c'est un vrai sujet. Et il y a un gars qui me disait, il y avait un des dirigeants d'Allianz, un jour, il me disait, mais il faut comprendre que le secteur financier, ce qui fait la plus-value, enfin ce qui fait la compétitivité d'un acteur financier par rapport à un autre, en général, c'est le talent de ces gérants, enfin de ces traders. C'est ça qui fait qu'il y a des mecs un peu plus câblés que les autres qui vont réussir à avoir des stratégies d'investissement un peu plus futées que la moyenne, et donc ils vont avoir cette spécificité-là. Si les talents ne veulent plus aller dans le secteur financier,
le secteur financier n'a plus aucune plus-value dans l'économie, enfin même au sens large, parce qu'ils n'arrivent plus à faire fructifier l'argent. Et les gestionnaires d'actifs comme Amundi ou BlackRock, s'ils n'arrivent plus à faire fructifier l'argent comme ils le font d'habitude, et c'est comme ça que leur business se défend, bah, en fait, ils n'existent plus, enfin, on n'a plus besoin d'eux. Parce qu'on pourrait le faire nous-mêmes, s'ils ont plus. Enfin bref. Malheureusement, il y a encore quand même beaucoup de gens qui sortent d'HEC ou Dauphine ou quoi, qui adorent aller là-bas. Mais après, la question sur enfin voilà, la pression, je pensais à. Le réputationnel, c'est large, quoi. Et après, il y a un autre facteur qui, à mon avis, est pas négligeable, c'est l'ego. L'ego aussi des dirigeants. Et le malaise qu'il peut y avoir en interne lorsque nous, on s'amuse à foutre à la une du monde, BNP Paribas fait n'importe quoi. Je pense que dans les, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de salariés de chez BNP Paribas, ils l'ont un peu mauvaise. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire ah, les ONG, c'est des rabat-joie, ils sont relous. Mais s'ils lisent l'article et qu'ils ne sont pas bêtes, ils vont se dire à la fin, mince, on n'est pas au bon endroit, on n'est pas du bon côté de l'histoire. Et ça, cette atteinte à ce que je peux appeler le code moral qui s'impose à chacun, alors pas tous le même, mais en tout cas, quand on est dans la même société, et en plus il y a une forme d'homogénéité sociale dans ces boîtes-là, tout le monde a à peu près les mêmes principes moraux, forcément, il y a un malaise qui fait qu'il y a possiblement un mouvement qui peut s'appliquer en interne. Après, comment est-ce que ça peut vraiment bouger? Et c'est là où le bas blesse. Ce qui permet effectivement de débloquer, c'est la direction, c'est lorsqu'il y a une décision politique en interne par le haut qui ensuite fait dérouler la décision. Ça, c'est très difficile à obtenir. Et après, il y a toute la mécanique financière qui doit s'organiser, et c'est là où il y a aussi des difficultés à laquelle on se confronte, et c'est souvent un prétexte pour les acteurs financiers de justifier leur inaction. Du coup, ça nous énerve. Ils vont nous dire ah, mais on n'a pas les données. Par exemple, ils vont dire, quand ils veulent s'engager à ne plus financer les entreprises du secteur pétrolier qui ont plus de 20% de leur chiffre d'affaires dans le pétrole, par exemple, c'est le type de mesures qu'ils peuvent prendre. Il faut qu'ils s'assurent à 100%, pour éviter les risques juridiques, qu'ils sont capables de savoir précisément quelle est la part de chiffre d'affaires dans le fossile de chacune des entreprises qu'ils vont financer. Et ils en ont des dizaines et des dizaines de milliers. Et ça, cette précision-là, cette granularité de la donnée, ils ne l'ont pas toujours. Et ça, ce n'est pas de notre faute, c'est juste que le système financier n'est pas prêt à cela. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'influencer les fournisseurs de données, qui sont un des acteurs dans la galaxie, les fournisseurs d'indices, les fameux, etc., etc. C'est un autre exemple de difficulté, c'est un truc qu'on appelle la gestion passive. Vous ne le savez pas, mais quand vous mettez de l'argent chez un gestionnaire d'actifs, chez votre banque assureur, etc., il y a une partie qui va être investie, qui va être gérée un peu en boursicotage par les traders. C'est eux-mêmes qui ont une enveloppe de 10 millions d'euros ou 100 millions d'euros, et puis au jour le jour, ils vont choisir où mettre l'argent en fonction de l'évolution du marché. Et il y a une autre manière de faire qui s'appelle la gestion passive, c'est des fonds, ce qu'on appelle des fonds indiciels. C'est que vous, si vous n'avez pas trop confiance en votre gestionnaire d'actifs parce que vous trouvez qu'il se paye grassement sur son service un peu surévalué, vous dites non, moi je veux un service financier pas cher, sûr. Je ne veux pas perdre d'argent, mais je n'ai pas non plus particulièrement envie d'en gagner énormément. Je veux juste pas que ça me coûte trop cher. Et donc vous allez faire appel à ce qu'on appelle, vous allez mettre de l'argent sur des fonds indiciels, qui sont des fonds qui sont en fait quasi automatiquement rattachés à l'évolution d'un indice, par exemple le CAC 40 ou le SB 520. Et ça demande très peu de gestion en interne parce que c'est automatique, quasiment. Et le problème, c'est que lorsqu'un gestionnaire d'actifs adopte une politique en disant je veux arrêter d'investir dans tel type d'entreprise, ces fameux indices sur lesquels il se calque n'ont pas intégré ce truc-là. Et donc vous ne pouvez pas, votre politique ne peut pas s'appliquer à ce que j'appelle là la gestion passive. Ça peut paraître anodin, mais pour une boîte comme Amundi, qui est le premier français qui pèse 2000 milliards, la gestion passive, je crois que c'est pas loin de la moitié, ou c'est un tiers, je crois, ou pas loin de la moitié de son activité. Et donc en fait, vous êtes un peu coincé parce qu'il y a un énorme angle mort dans toute sa politique. Enfin, bon, c'est un exemple comme ça, mais il reste 4 minutes. 10 minutes, ah bon, on va rater le... Oui, je peux, si vous voulez, mais très rapidement. C'était juste sur ce qui peut être fait par les acteurs publics, notamment. Chose qui n'arrivera pas demain, mais on va pousser, ça va être mon job, de pousser le gouvernement, ou peut-être le prochain gouvernement, ou je ne sais pas qui, à prendre des mesures pour carrément interdire les investissements controversés ou néfastes pour le climat. En fait, on le fait déjà. Aujourd'hui, il y a plein d'interdictions qui existent sur le financement de l'arme, le financement du crime organisé, le blanchiment d'argent, etc. Et donc, il suffirait d'élargir à des enjeux climatiques liés aux énergies fossiles. La transparence, on en parlait. Je disais, la transparence ne fait pas l'action. C'est pas parce que les entreprises, c'est pas parce que les financiers ont une bonne connaissance du risque que forcément ils vont se désinvestir des secteurs risqués. Simplement, si on n'a pas la transparence, et ce dont je viens de parler sur
la connaissance des données et la connaissance des structures d'entreprise, on ne peut pas non plus avancer. Donc la transparence, c'est quand même hyper important. Il y a encore des progrès à faire. Je peux vous dire, par exemple, un exemple. En France, on est assez en avance là-dessus. Total Energy, c'est une des entreprises qui est la plus transparente de toutes les compagnies pétrolières. On sait quasiment tout d'eux. On sait ce qu'ils veulent faire, on sait combien de gaz ils veulent cramer dans 20 ans. On sait tout. Le seul problème, c'est qu'ils assument. C'est un peu le problème. Mais en tout cas, Patrick Pouyanné, lui, il assume. Moi, je veux cramer la planète. Il n'y a aucun souci. Je dors bien le soir. Pas de problème. Mais il y a plein d'entreprises. Par exemple, j'ai entendu ça la semaine dernière à Genève. Il y a Nestlé, quand même une énorme boîte. Alors, on n'est plus sur le fossile, mais Nestlé, on ne connaît même pas leur scope 3. Ou même, je crois même que leur scope 2, il est un peu controversé. Alors que c'est une énorme boîte. Donc, selon les pays, les cadres réglementaires ne sont pas les mêmes. Et si tant que vous ne connaissez pas le scope 3 d'une boîte, donc sont les émissions indirectes liées à la consommation de ses produits ou à ses fournisseurs, vous ne connaissez pas son empreinte carbone et du coup, elle ne peut pas se fixer des objectifs de décarbonation à partir de ça. Désinciter, bon, ça, c'est toutes les mesures que le gouvernement peut adopter avec des incitations fiscales, avec des nudges. Vous encouragez à choisir tel fonds plutôt qu'un autre. Donc ça, nous, on a une batterie de mesures qu'on a proposées au gouvernement. On va en faire là sur le fiscal, c'est intéressant. Là, on va le mettre au prochain projet de loi de finances. L'État dépense aujourd'hui près de 6 milliards d'euros par an pour encourager l'épargne. 6 milliards, c'est énorme. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup pour juste encourager les gens à mettre de l'argent de côté. C'est un peu bizarre. Eh ben, 6 milliards, c'est la moitié du budget de la justice. Il n'y a aucune éco-conditionnalité. C'est le régime fiscal de l'assurance vie, on va déduire des cotisations sociales l'épargne salariale. Par exemple, quand vos entreprises met une partie de ses bénéfices dans un fonds d'épargne salariale à laquelle vous avez souscrit, il n'y a pas de conditionnement. Vous pouvez envoyer ça chez Total Energy, il n'y a aucun problème. Et ça, il y a des choses à faire. La BCE, énorme point, énorme acteur, qui peut avoir un rôle déterminant, mais qui est difficilement atteignable parce que volontairement et structurellement dépolitisé, enfin, en tout cas détaché des mandats politiques. C'est sur la politique monétaire où là, particulièrement en période de hausse des taux, ce qu'on préconise, c'est deux choses. Déjà, dans la logique de lutte contre l'inflation, considérant qu'une grosse partie de l'inflation est liée à l'importation d'énergie fossile, ça devrait être dans le mandat de la BCE de réduire notre exposition des énergies fossiles. Et il y a une méthode, c'est de faire ce qu'on appelle des taux différenciés en fonction des types d'investissements, plutôt que d'avoir un taux directeur qui s'applique à toute l'économie, de faire en sorte que lorsque vous voulez rénover votre maison, que vous alliez à la banque aller chercher un prêt, eh bien vous ne soyez pas contraint par le taux directeur qui concerne tout le monde, mais que vous ayez un taux privilégié selon la taxonomie, par exemple. Voilà, vous rentrez dans la taxonomie, vous pouvez légitimer un taux privilégié. C'est pas très compliqué à faire, ça coûte rien à la finance publique. Et un autre truc, c'est ce qu'on appelle BAL 3. C'est les ratios c'est un truc qui a été inventé après, enfin pas inventé, mais qui a été renforcé après la crise financière de 2008-2011. C'est d'exiger aux banques d'avoir un peu un matelas de sécurité en cas de crise systémique. C'est-à-dire s'il y a une faillite de Lehman Brothers bis, et que parce que c'est ultra contagieux, les banques soient en mesure de renflouer les caisses par elles-mêmes grâce à un ratio de fonds propres, un minimum de fonds propres qu'ils ont en réserve. Et ce qu'on aimerait, c'est de dire, parce que vous avez des énergies fossiles dans vos actifs, vous contribuez au dérèglement climatique, vous êtes exposé à déjà, vous mettez en danger l'économie mondiale à l'échelle systémique, c'est mal. Et en plus, vous-même, vous vous exposez à des risques climatiques qui vous mettent vous-même en danger. Donc, on vous exige de rehausser votre fonds propre en proportion de votre exposition aux fossiles. Et en fait, ce taux de fonds propres, ce niveau de fonds propres chez les banques, c'est le truc le plus structurant d'une banque. Quand un PDG qui prépare son assemblée générale avec son rapport financier, il y a un indicateur qu'il a en tête en permanence, c'est combien il a en fonds propres et ensuite combien il injecte sur les marchés. Tout le bénéfice d'une banque se fait dans la différence entre son fonds propre et ce qu'il injecte sur les marchés. Donc, on peut beaucoup influencer les banques par ça. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant ? Stopper le soutien public, on en parlait tout à l'heure. L'an dernier, il y a eu près de 7 trilliards de dollars qui ont été injectés d'aide publique aux énergies fossiles à travers le monde. En France, je ne me souviens plus combien c'est, mais peut-être quelqu'un le sait, plusieurs centaines de milliards. Pas centaines, mais autour de 100 et quelques milliards. Ça, c'est un désastre parce que moi qui crois beaucoup en l'action publique, c'est à l'action publique d'encourager l'économie, la loi du marché à sortir de sa logique indépendante et de main invisible. C'est de forcer la main à sortir du bois, je dirais, pour
créer un différentiel de compétitivité entre l'économie brune et l'économie verte. Et tant que les gouvernements soutiennent l'économie brune, il n'y aura aucune incitation à aller vers l'économie verte. Donc s'il y a vraiment un virage à amorcer, les droits des actionnaires, c'est pas passionnant. Je ne vais pas en parler, mais ça fait un peu l'actu, c'est intéressant. Mais voilà. Et vous, juste pour finir très rapidement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez changer de banque. Si vous trouvez que votre banque, elle n'est pas bonne, et on a un site internet, je fais la pub pour ça, je ne sais pas si je l'ai là, même pas. Pourquoi on l'a pas là? Changedebanque.org, vous pouvez regarder. Et en fait, on explique de manière très simple en quoi votre banque agit plus ou moins pour le climat. Et si vous trouvez qu'elle n'agit pas assez, ben vous pouvez trouver une autre qui agit mieux. Voilà. Et l'épargne salariale, j'en parlais tout à l'heure. Comme on a dépassé le temps, je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre écoute. Oui, s'il y a des questions, il y en a qui n'ont rien à faire, on peut toujours continuer. N'ayez aucun scrupule à quitter la salle, je ne vous en voudrais pas. C'est vrai. Et parmi tous les prétextes que peuvent avoir les banques pour ne pas faire ce qu'on leur demande, il y a cet argument de dire oui, mais non, mais c'est la demande qui pilote l'offre, c'est pas l'inverse. Alors, j'ai mis du temps à réfléchir à ce truc parce que c'est vrai que ça pose question. Il faut quand même avoir en tête que offre, demande et le prix au milieu sont totalement interdépendants. Si vous agissez sur l'offre, vous agissez forcément sur les deux autres paramètres à travers le prix. Enfin, vous agissez sur la demande à travers le prix. Évidemment, si vous agissez sur la demande, vous agissez sur l'offre qui est un peu le problème principal, qui est la production, l'extraction d'énergie fossile qui vient polluer. Mais dans tous les cas, il faut agir sur tous les tableaux, de base, parce qu'on n'a pas le temps, et parce que c'est un problème systémique, et que si vous n'agissez que sur un côté, eh ben, vous allez vous faire dépasser de l'autre côté, donc il faut agir sur tous les plans. Et que si vous n'agissez pas sur l'offre, comment dire, vous aurez toujours quelqu'un pour vous vendre ce dont vous n'avez pas besoin. C'est un peu basique, la base du marketing, mais c'est vrai que les compagnies pétrolières, tant qu'elles engrangent du fric avec leurs activités d'offre, elles sont toujours en mesure d'inciter toute l'économie, les responsables politiques à préserver des consommations d'énergie fossile côté demande. Donc en fait, bien sûr qu'il faut agir sur la demande, et c'est impératif pour réduire la demande, et donc potentiellement faire chuter les prix des énergies fossiles pour que la production baisse par cycle naturel de la loi du marché. Mais il y a un autre argument à ça, c'est que les énergies fossiles sont produites par un secteur qui est relativement concentré. Donc entre se dire on va inciter 7 milliards d'êtres humains, ou je ne sais pas combien, à baisser leur consommation d'énergie fossile, bon, on peut en prendre 2 milliards, parce que les autres, ils n'en consomment pas beaucoup, mais 2 milliards à baisser leurs énergies fossiles, ou inciter 500 entreprises qui sont responsables de la production à baisser leur production, en fait c'est plus simple, parce qu'il y a beaucoup moins d'acteurs à viser. C'est plus facile de réglementer 500 boîtes que de contraindre, et en plus, contraindre démocratiquement 7 milliards de gens, c'est plus compliqué. Donc il y a plusieurs arguments qui font que, même si d'un point de vue purement marché, ça a du sens de n'agir que sur la demande, pour moi, d'un point de vue politique et d'efficacité, il faut agir sur les deux, et l'offre a tout son rôle à jouer. Alors là, il y a deux questions en une. Et pourquoi la Banque Postale est meilleure? En fait, il y a une réponse assez simple. C'est qu'ils n'ont pas de branche, comme je disais tout à l'heure, Corporate Investment Banking. Contrairement aux autres grosses banques, Société Générale, Crédit Agricole, etc., ils n'ont pas de business de financement des grandes entreprises et des projets pétroliers. Ils n'en font pas, ils n'ont jamais fait, parce que c'est une banque de détail de base qui a été conçue comme ça à partir des agences de la Poste. Donc en fait, quand ils nous ont dit « Ah, on va arrêter de financer les projets pétroliers », ah bah c'est bien, mais vous en faisiez pas, donc ça va pas coûter très cher. Bon, c'est pas grave, ça fait un exemple.
Après, oui, sur les rendements, pareil, vaste débat sur est-ce que les fonds un peu plus clean sont plus ou moins rentables que les fonds avec du brun. Il y a plein d'études sur le sujet. En fait, c'est difficile. Enfin, il y a un aspect conjoncturel là-dedans. Lorsque le secteur des énergies fossiles n'est pas rentable pendant une année, forcément, les fonds qui sont verts peuvent potentiellement être plus rentables que les fonds plus classiques où il y a du fossile. Mais c'est conjoncturel. Mais de base, et c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, on prenait les ENR, mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'un fonds qui n'est pas... Qu'est-ce que c'est qu'un fonds plus ou moins vert? C'est un fonds où on choisit de restreindre l'univers d'investissement. C'est-à-dire que le trader qui injecte votre argent sur les marchés, on va le forcer à fermer la porte de certains secteurs. Donc il va avoir un choix d'investissement plus restreint. Et la logique de dire on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, en fait, il va être embêté parce que le panier sera plus petit. Et donc, lui dont le rôle est de faire en sorte que votre taux de rendement soit le plus élevé possible et, si possible, plus élevé que les concurrents, pour pas que vous partiez chez son concurrent, il va être embêté parce qu'il aura moins de choix que son concurrent. Donc si un jour les fossiles se pètent la gueule, bon bah lui il n'est pas embêté, il pourra boursicoter sur son univers d'investissement à lui. Mais si le lendemain, et c'était le cas l'année dernière, les énergies fossiles ont des records de profit pharaoniques, eh ben, celui qui s'est restreint son univers d'investissement, forcément, ses fonds seront moins rentables. Forcément. L'an dernier, vous avez tous vu les super profits de Total Energy, etc. L'entreprise la plus rentable au monde, c'est Saudi Aramco, qui a généré 120 milliards de dollars de bénéfices, donc 120 milliards de dividendes qui sont injectés chez vous, à travers vos investissements. Forcément, le fonds à laquelle vous souscrivez est plus rentable. Enfin, ça paraît logique. Ce que je crois, c'est que déjà, il faut forcer à ce que cet univers d'investissement soit restreint par la loi, déjà, que les investisseurs soient contraints, soit le gestionnaire d'actifs avec qui vous opérez, soit vous-même. C'est-à-dire que c'est qu'on dit, les 5 000 milliards d'épargne des Français, en France, on a 5 000 milliards d'épargne. On se dit, du jour au lendemain, c'est notre argent, on fait ce qu'on veut, c'est notre juridiction, on ne parle pas d'argent qui vient de l'étranger, c'est chez nous. On se dit, bon, terminé, il faut arrêter que les épargnants investissent dans tel truc. Du coup, là, il y a une sorte d'égalité concurrentielle, il n'y a plus de question de compétitivité défavorable, quoi. Et après, la taxation, oui. Alors, il y a un problème constitutionnel d'égalité devant l'impôt, c'est compliqué de taxer un revenu qui vient d'un secteur plutôt qu'un autre, mais bref, on peut s'amuser à taxer, bien sûr, les revenus brun, entre guillemets. Faut trouver un petit filon juridique, mais on peut. Oui. Si vous voulez, mais il y avait monsieur derrière, si vous voulez, après vous. Pas tant, parce que pour l'instant, la réglementation européenne, même si elle est plus avancée, elle n'est pas très contraignante. Donc une banque française peut toujours s'amuser à faire du business comme il veut, comme le font les banques américaines. Mais quand même, ça c'est sur la loi. Après, sur les engagements RSE des banques françaises, effectivement, et là pour le coup, on nous l'a dit, et je crois que nous-mêmes on peut le mesurer à travers les données financières qu'on analyse. Lorsque BNP Paribas dit « j'arrête de financer des projets pétroliers », il renonce à des contrats que ses concurrents vont prendre. Donc là, il perd des parts de marché et il l'assume. C'est un choix business qu'ils font et donc ils vont faire autre chose, quoi. Ils vont essayer de gagner de l'argent ailleurs. Donc là, quand même, quand il y a une décision RSE qui est prise, ça a des conséquences commerciales assez importantes. Tout est question de savoir si vraiment ça leur coûte vraiment très cher ou pas. Ça leur coûte toujours quelque chose, mais nous, c'est difficile pour nous de savoir vraiment combien ça leur coûte. Mais forcément, ils perdent des parts de marché et leurs concurrents américains sont bien contents de récupérer les parts de marché que les banques françaises ont abandonnées. Société Générale, BNP est parti des États-Unis il y a quelques années, ils ont vendu Westbank. Société Générale est en train de partir d'Afrique en ce moment, donc y compris les projets pétroliers qui sont là-bas, mais parce qu'ils choisissent de faire des activités différentes. Là, dans la présentation, j'avais tout un exemple sur le charbon, mais c'est trop long. Mais
Oui, en gros, sur le charbon, il y a eu des victoires. Alors moi, j'étais pas là à l'époque, mais c'est Lucie Pinson, la fondatrice, c'est un peu comme ça qu'elle a fait sa notoriété. C'est sur le fait que les acteurs français, grâce à sa pression en partie, mais je pense qu'elle a joué un rôle assez central, se sont désinvestis du secteur du charbon assez vite. Et ensuite, il y a d'autres qui ont suivi à l'étranger. Et on a la France, notamment par AXA au début, ensuite les banques françaises, ont lancé une espèce de mode à l'échelle internationale de sortie du charbon à horizon 2030. Voilà, par la pression. Et donc en fait, la stratégie de campagne, c'est, je disais, on documente la responsabilité, on pointe la responsabilité, on la documente, on la promeut. On met en concurrence les acteurs entre eux pour avoir une lecture du marché. On dit, bah, regarde, vous êtes bon, vous n'êtes pas bon, parce qu'ils détestent être comparés entre eux. Le name and shame, ça marche aussi quand c'est relatif, parce qu'ils se comparent tous entre eux. Donc on a un outil, nous, qui s'appelle le Oil and Gas Policy Tracker, qui référence 500 institutions financières et en fait qui analyse leur politique climatique entre elles. Voilà, et après on leur met la pression dans le public. Il y a eu un lobbying auprès du gouvernement pour que Bruno Le Maire annonce en disant ça va pas du tout, la France est à la bourre, je vous demande, il adore demander des trucs, je vous demande de prendre des mesures sur le charbon et magique, les boîtes françaises ont pris des mesures sur le charbon. Voilà, il y a eu la une du Monde et ça a fait un peu de raoult. Et c'était une période où il y avait le Brexit, où la place de Paris avait besoin de se distinguer par rapport aux autres, montrer qu'ils étaient un peu clean. Voilà, mais tout ça reste un peu dans la fumisterie de la finance verte, mais en tout cas, parfois ça peut quand même nous aider à nous, cette fumisterie, parce qu'il y a des bonnes volontés qui peuvent émerger de ça, dans l'espoir pour certains d'aller choper des parts de marché, ou pour le gouvernement français d'aller capter des entreprises qui s'implanteraient à Paris, quoi. Je n'ai pas en tête ce chiffre-là, mais vous pouvez vérifier. Il y a une application qui vous donne l'info. Ça s'appelle Rift. Vous pouvez la télécharger et vous pouvez mettre en détail combien vous avez dans quel type de fonds, etc. Et elle vous donne votre bilan carbone. Mais en fait, oui, c'est un truc un peu désespérant. C'est que si vous faites votre bilan carbone, en fait, c'est pas la fresque du climat, c'est comment ça s'appelle le truc où on fait son bilan carbone personnel, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. 2 tonnes, voilà. 2 tonnes initiative. Je ne sais pas s'ils prennent en compte le portefeuille financier. Peut-être je ne l'ai pas fait, mais... Voilà, bon. Et en fait, je crois, il y a quelques années, il y a 10 ans, on va dire, il y en a qui se sont amusés à faire cet exercice de bilan carbone personnel, la voiture, le beefsteak, le machin, et puis ils ont rajouté à ça leur épargne. Et en fait, l'épargne écrase tout le reste. C'est que vous avez en gros la moitié de votre bilan carbone qui est lié à votre consommation et l'autre moitié qui est liée à votre épargne. Alors évidemment, si vous avez 20 000 euros, ça va. Si vous en avez 200 000, c'est pas la même chose. Mais pas grand monde a 200 000 euros. Mais... Oui. En fait, sur le nucléaire, à ma connaissance, je connais bien le nucléaire français, un peu moins à l'étranger, mais c'est tellement de l'investissement public que les banques s'en soucient pas beaucoup. Parce que c'est un enjeu très stratégique national. Donc même le nucléaire russe, qui est le leader dans le monde, c'est du fric russe, enfin c'est de l'argent public russe. Faut voir hein, comment sont... Alors peut-être que les centrales, les EPR anglais, il y a sûrement un peu de financement privé, parce que là-bas ils ont plus d'habitude, mais c'est en partie à cause de ça. Et je crois qu'il y a une banque qui doit avoir une politique sur le nucléaire, qui se met quelques guidelines, mais aucune ne s'interdit d'investir dans le nucléaire. Hein. À ma connaissance, aucune ne s'interdit. C'est juste qu'elles ne le font pas parce que c'est pas leur business. Mais... Ah oui, les petits trucs. Après, oui, dans la recherche et tout. Ouais, ouais peut-être dans la recherche, il y a des fonds privés, sûrement. Ouais. Ouais. Ça, je n'ai aucune idée. Mais... Après, ça fait partie de l'enveloppe globale de financement bas carbone
qui là, pour le coup, peut être vu. Mais c'est dans les notions de transparence dont je parlais tout à l'heure, ça c'est une difficulté qu'on a nous, c'est que quand ils vous disent, la Société Générale, par exemple, ils se sont engagés il y a 2 ans, je crois, ou 1 an, je ne sais plus, ils se sont dit, nous, on va, d'ici 2025, on va injecter 300 milliards d'euros dans le bas carbone. Top, les gars. Ça veut dire quoi? Il y a quoi dedans? Et là, cette année, ils ont dit, ah, bah c'est marrant, on a déjà injecté 200 milliards. Oh, on a été vite, hein. Oui, d'accord, mais il y a quoi dans les 300 milliards? Et ils ne sont pas capables de nous le dire. Donc, bon. Ouais. La rénovation des bâtiments, ouais, alors ça c'est un. Je pense qu'il y a des gens qui se tordent le cerveau depuis des années sur cette question, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans les banques, parce que c'est effectivement un enjeu énorme de réussir à financer les rénovations des bâtiments, qui est un des principaux leviers de décarbonation de la France, du fait de notre mix énergétique. C'est tout le problème dont je parlais tout à l'heure, c'est que la rénovation des bâtiments intrinsèquement ne rapporte pas ou peu d'argent. Et donc, comparativement à d'autres investissements qui sont quand même beaucoup plus rentables, le secteur privé est très peu incité à y aller. Donc, il faut, dans tous les cas, des aides publiques, que ce soit des garanties dans le prêt, que ce soit je sais pas, un amortissement, un suramortissement financé par l'État, que ce soit une sécurisation de la plus-value, ce genre de trucs. Enfin, tout un tas d'artifices qui peuvent exister. Mais dans tous les cas, il faut de l'argent public. Et c'est là où ça coince. Je pense que les banques sont prêtes à suivre, à offrir des trucs. Plutôt que d'avoir 15 000 guichets publics que personne ne connaît, on peut se dire bah, je vais chez ma banque, parce que c'est là que j'ai l'habitude de faire des emprunts, donc autant aller chez ma banque. Et on peut imaginer un dispositif qui est programmé par le gouvernement et qui est commercialisé par les banques, parce que c'est plus accessible. Mais dans tous les cas, ce qui coince, c'est l'argent public, à mes yeux. Enfin, c'est ça qui bloque. Bah oui, selon moi, alors il y a l'histoire du coût du capital. Je disais tout à l'heure sur l'idée d'avoir un taux préférentiel sur ce type de prêt. Pourquoi pas? Mais quand on voit l'ampleur de la tâche sur la rénovation des bâtiments, vous avez beau mettre des prêts à taux zéro, vous avez beau mettre des prêts préférentiels, à un moment, quand il s'agit de rénover des passoires énergétiques de gens qui n'ont pas d'argent, vous ne pouvez pas leur dire alors il y a 40 000 euros d'investissement, vous êtes OK pour faire un prêt de 40 000 euros, sachant que déjà ils ne sont pas solvables pour emprunter de l'argent pour leur télé, alors si c'est pour rénover un. Donc il faut vraiment de l'argent public derrière qui garantisse l'ensemble de l'investissement, qui boucle le truc pour que même des familles modestes puissent prétendre à une rénovation. Bah, de toute façon, oui, le neuf, ça c'est un autre enjeu, effectivement, ça répond à la question du manque de logement et ça permet aussi d'avoir du logement performant. Pour le coup, c'est plus rentable parce que là, on est sur de la plus-value immobilière assez classique. C'est pas, en ce moment, c'est pas ouf, mais en tout cas, historiquement, c'est quand même un investissement sûr qui plaît beaucoup aux banques. Et ça, c'est une énorme activité des banques en France, notamment ce qu'on appelle le mortgage. Donc ça, oui. Mais après, il n'y a pas toujours, quand il y a du neuf, quand vous regardez le neuf aujourd'hui en France, ça reste quand même du bon parpaing bien classique, bien basique, où la performance énergétique est bonne, mais on pourrait faire beaucoup mieux, quoi. Et surtout, c'est du neuf et pas de la rénovation. On fait des pavillons dans tous les sens. En termes d'artificialisation des sols, d'empreinte carbone du BTP, on n'est pas dans les clous, quoi. Vas-y. C'est extrême la décroissance, ça. On a 2 heures. Qui sont extrêmes dans l'autre sens. C'est une des questions qu'on m'a posées à mon entretien quand je suis arrivé, c'est est-ce que vous n'avez pas peur de faire face à des gens cyniques qui n'ont rien à voir avec la culture écologique qu'on peut avoir?
Bon, moi, ça ne me dérange pas du tout, j'ai l'habitude, j'ai bossé sur des sujets avant qui m'ont clairement vacciné contre les cyniques, mais donc moi ça va, mais c'est une ligne de crête qui n'est pas facile à tenir, effectivement, parce que bon, discuter avec des gens comme ça va. Ce qui est compliqué, c'est qu'on va les voir pour les convaincre de changer leur pratique, et en même temps, on leur tape dessus toute la journée. Donc, et en même temps, on est une ONG de 40 personnes face à une banque qui pèse je ne sais pas combien de centaines de milliards. Donc c'est sûr que ce n'est pas tous les jours... faut être tactique, quoi. Faut y aller avec parcimonie, faut être habile, faut pas les brusquer, faut pas les braquer. Mais il y a Amundi veut plus nous parler, BPCE veut plus nous parler, par exemple. Voilà. Bon, tant pis, hein, on peut plus rien faire avec eux parce qu'ils veulent plus nous parler. Alors on tape dessus, mais ça n'a pas beaucoup d'effet, quoi.